Ce débat, il vous est proposé par un collectif régional naissant sur le sujet des achats responsables. ARES, c'est pour achats responsables. Mais ARES, c'est aussi un terme qui est déjà utilisé, et notamment dans le cadre d'un dispositif qui a été mené par l'ADEME et qui est porté aussi par la CCI Nouvelle-Aquitaine, qui est présente avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Laurence. Il y en a peut-être d'autres. Et j'invite Antoine Bonche, qui est une cheville ouvrière de ce collectif et du sujet sur les achats responsables. Et vous le voyez, on a évidemment donc l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Je vais laisser Antoine un peu nous préciser aussi quelle est l'intention et l'esprit derrière le fait de faire émerger un collectif de cette nature. Bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué hier et merci beaucoup de mettre en visibilité ce collectif qu'on essaye de faire émerger en région parce qu'on pense vraiment que la fonction achat est une fonction cruciale avec un énorme potentiel pour accompagner les transitions écologiques. Et on pense aussi que c'est une fonction qui est très peu accompagnée, malheureusement mise en visibilité. On l'évoque souvent, notamment dans les politiques publiques, en disant qu'il faut absolument mobiliser les achats, que ça va permettre de faire ci, que ça va permettre de faire ça. Puis après, par contre, pour la mise en œuvre, il y a souvent assez peu d'opérations, de dispositifs d'accompagnement. Et donc, on est très content avec ce collectif de pouvoir mettre en visibilité les actions qu'on mène déjà en Nouvelle-Aquitaine et éventuellement que ça permettrait de mettre en place des nouveaux dispositifs. Donc effectivement, avec la région et l'ADEME, on a soutenu les CCI de Nouvelle-Aquitaine sur un dispositif qui est monté en puissance ces dernières années et qui s'appelle ARES. Effectivement, on a mis en place un petit kit, rien d'extraordinaire, mais ça permet de structurer en quelques jours d'accompagnement collectif et des entretiens individuels avec les entreprises, de les aider à faire un petit diagnostic sur la stratégie de l'entreprise, la fonction achat, qui est souvent encore perçue comme une fonction d'approvisionnement et rarement en prenant tout le potentiel que représente le développement d'une réelle prise en compte des achats en tant que tels. Et donc, on les accompagne. Cette année, c'était en 2024, 25 entreprises sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. En 2022-2023, on en avait 28 et on commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui ont fait des choses grâce à cet accompagnement pour structurer tout ça. Et on les a fait d'ailleurs hier, certains ont été... Il y avait 2 des 3... des cristals des achats, en effet, qui ont été donnés à Kéris et au réseau de transport des Landes. Puis on aura tout à l'heure avec nous l'entreprise Goupil aussi qui est passée par ce dispositif-là. Ouais. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Voilà, et donc on est vraiment très content aussi des partenariats avec l'ensemble de ces acteurs-là. Vous avez le 3R pour le volet achat public qu'on a pu développer en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je voulais noter aussi tout le travail qu'on peut faire avec le CNA. Vous avez ici, je l'ai vu, vous avez de la chance, vous avez une offre de ce guide sur la décarbonation. Franchement, c'est un guide qui est de très, très bonne facture. Et on pense l'utiliser pour les travaux en Nouvelle-Aquitaine. Exactement, et on vous invitera tout à l'heure à vous arracher pour venir les voler comme des pots de Nutella dans des lits Lidl, par exemple. Moi, je vais en prendre plusieurs. Bon, okay. Après, on en recommandera au CNA. Merci beaucoup Antoine pour ce point. Antoine fera évidemment partie des gens qui vont intervenir aussi dans les débats. Je vais le garder en effet par là. Merci. Et on va rentrer, j'allais dire, dans le dur. Donc merci à tous. Un certain nombre des personnes qui sont représentées ici sont évidemment dans la salle et on les remercie. Je ne doute pas qu'ils vont se permettre d'intervenir. Alors j'ai quand même quelques principes à vous rappeler sur ces débats mouvants, parce que c'est un peu particulier le débat mouvant. Donc, vous l'avez compris, il est mouvant parce qu'on va vous demander de donner votre avis physiquement, puis ensuite de prendre la parole si vous le souhaitez. Donc on va vous proposer 12 affirmations. On n'aura certainement pas le temps de les faire selon le débat, c'est pas très grave. Et vous allez pouvoir débattre. Et puis au cœur de ces affirmations, on va demander à nos intervenants aussi de venir. Vous pourrez vous réasseoir un petit peu, souffler un peu et les écouter aussi pendant une bonne dizaine de minutes sur leur retour d'expérience. Vous allez occuper l'espace selon votre avis. Ne vous inquiétez pas, on va faire un test pour que vous vous échauffiez. Sachez que ces échanges sont captés en vidéo. Vous avez vu, il y a quelques caméras. Il ne faut surtout pas que ça vous gêne dans vos prises de parole. Si jamais on veut extraire, diffuser des éléments, on vous demandera votre autorisation. Ne vous inquiétez pas. Donc il ne faut surtout pas que ça vous limite dans vos prises de parole. Si vous avez envie de dire qu'en effet le monde est en train de devenir comme dans Black Mirror, vous faites comme Vincent Bost, vous n'hésitez pas et vous le dites devant la caméra. Et puis
On écoute, on confronte les avis, les propositions, parce que l'intérêt, il est vraiment qu'on ait des propositions, hein, que vous débattiez sur ces affirmations, mais qu'on puisse aussi trouver des solutions sur des idées de parcours, de coopération, de mode de travail, d'émergence d'un certain nombre d'outils s'il le faut. Donc n'hésitez pas, on va le redire. On respecte toutes les paroles, on respecte toutes les idées, et on a le droit de changer d'idée. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord et pas d'accord, une fois que les autres vous ont convaincu, vous avez le droit de changer d'idée. Vous savez ce qu'on dit hein, sur ceux qui ne changent pas d'idée. Donc les objectifs, je ne vais pas revenir dessus, on l'a dit, c'est écouter vos propositions, prendre le pouls de vos motivations, mais commencer d'une certaine manière à co-construire ensemble pour accélérer sur la transition, à la fois sur les achats et aussi sur les modèles économiques. Allez, c'est parti. Je fais un petit aparté sur ce livre où, pareil, vous pourrez vous battre pour récupérer les 4 qui sont là. Et puis sinon, après, il faudra l'acheter. Il a été remis à certains qui sont exposants. Voilà, je vois derrière, il est aux éditions Contenta qui sont présentes. C'est un livre qui a été réalisé par Sabine Jean Dubourg et Franck Babillon du A-Lab. Un excellent bouquin qui est sorti cette semaine autour des achats responsables. Et vous verrez, il y a plein d'illustrations à l'intérieur qu'on a utilisées. Elles sont faites par Elsa Landais, qui est illustratrice, mais aussi facilitatrice graphique, qui est avec nous dans la salle, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, on va s'appuyer sur les affirmations sur cet ouvrage. On vous invite à le découvrir ou à l'acheter. Il n'y en a pas 36, des ouvrages qui sont dédiés aux achats responsables qui viennent de Nouvelle-Aquitaine. Et en effet, aussi, le livre blanc, évidemment, Décarboner les achats du CNA, on vous invite à en récupérer. Retour d'expérience, vous avez déjà dit. Monsieur Éric Ceinturier, côté Safran, sera avec nous. Monsieur Moliex, côté Aramis Dalalu, qui a reçu hier soir un prix aussi. Et Diana Levaillant aussi, qui est responsable achat de Goupil Industrie, qui est avec nous aussi dans la salle. On les remercie. Allez, on va rentrer directement. Je le redis, parce que c'est important. Pas de crainte. On s'écoute les uns les autres. On n'a pas de dogme, on n'est pas politique ici. On le redit, il n'y a que des bonnes idées. On fait preuve d'esprit critique et de bienveillance. Et puis on s'amuse. On va s'amuser en fait. L'idée c'est aussi quand même d'avoir un format qui change. On va commencer, on va s'échauffer pour comprendre le système de ces affirmations. Donc affirmation 0. La chocolatine est la vraie appellation de ce que d'autres nomment pain au chocolat. Donc je vous demande de vous lever et d'investir l'espace. Et vert, c'est je suis d'accord de ce côté. Et pas d'accord, je suis à droite. Vous avez le droit de pousser un peu les chaises si vous voulez, il faudra juste les remettre un peu après quand vous vous rassez. Attention, ne pas passer... Voilà, vous pouvez passer devant le vos projecteurs, mais voilà. Ça se dessine quand même de manière assez nette. Moi, je serais assez mal à l'aise à la place de ceux qui sont de ce côté. Mais bon. Mais c'est l'idée du débat, c'est qu'on respecte les idées des uns et des autres. Donc je pense que vous avez compris l'esprit, sauf que là, on ne va pas vous passer les micros quand même pour vous demander clairement l'avis, puisque de toute façon, on le sait très bien. On sait très bien quelle est la réponse. Pas sur celle-ci, Eric. Pas sur celle-ci. Voilà, donc je vous propose qu'on continue. Donc vous restez debout et vous avez été obligé de vous déplacer régulièrement. Et après, j'ai les collègues ADI et de l'équipe que j'en profite pour saluer. Hein. Gwendoline qui est avec nous, Gwendoline Denis, Thomas Roger aussi qui est de ce côté, et Sabine Gondalier qu'on félicite parce qu'ils font partie de l'équipe Néo Business. Ils ont mis vraiment le cœur à l'ouvrage, en plus des autres collègues ADI qui contribuent évidemment à ce montage. Donc merci à eux. Évidemment, vous ne vous battez pas, même si on vous arrache le micro et que les débats sont tendus. On essaiera de calmer tout ça. Première affirmation. L'achat décarboné est un achat responsable. L'achat décarboné est un achat responsable. Il n'y a pas de piège. Hein. Souvent, la première idée est la bonne. Donc, suivez votre instinct. Vous aurez le droit de changer d'avis si besoin. Hein ? Le non est là-bas. Rouge, c'est non, c'est de ce côté. Vert, c'est vous êtes d'accord. Alors, qui a envie de commencer à donner son avis ? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Ça peut peut-être être...
une entreprise, un membre du collectif Fares, il va falloir prendre la parole. Moi, je n'ai pas le droit de parler. Je peux pas donner mon avis. Et nous avons des micros. Vous levez la main si vous voulez prendre la parole. Et puis, on passera. Donc, n'hésitez pas à lever la main en fonction aussi des idées. Par contre, on ne se coupe pas. On se présente aussi, surtout. Allez, c'est juste pour ouvrir le débat. Éric Saint-Ourier, donc pour Safran. La décarbonation, c'est un volet important des achats responsables, mais un achat décarboné n'est pas forcément un achat responsable. L'achat responsable, c'est beaucoup plus large que le périmètre de la décarbonation. Alors, tous ceux qui sont d'accord, il faut une petite réaction. Ah, il y en a qui changent d'avis. Soit vous changez tous d'avis, ou il y a peut-être quelqu'un qui a envie de dire quelque chose à ce sujet, après cette affirmation qui, en effet, oppose. Il y a pas mal de gens qui changent d'avis. Voilà, ça permet de bien comprendre le principe, vous avez le droit de changer d'avis. Peut-être quand même quelqu'un de ce camp qui doit s'exprimer. À tout. Ah, Caroline, et ensuite monsieur, au fond. Bon, alors une proposition. Effectivement, j'ai hésité. Mais, Caroline Baron de OnePoint. OnePoint, Ouais. tout à fait. Je bosse depuis 15 ans sur les sujets de durabilité et notamment sur des politiques achats responsables. Et dans une démarche d'amélioration continue, c'est bien de démarrer par des éléments qui sont impactants et notamment les sujets carbone. Et donc agir sur la décarbonation de ces achats en essayant d'aller jusqu'à un fournisseur de rang N, idéalement. Mais c'est une démarche qui est quand même assez puissante qui permet de responsabiliser ces achats. Alors certes, ce n'est pas toute la politique achat responsable, mais c'est un levier important qui permet d'améliorer ces pratiques achats et l'impact de ces achats. Voilà pourquoi je me suis mise plutôt là. Très bien. Gwendoline, s'il te plaît, s'il y a monsieur là-bas, n'hésitez pas à vous mettre au centre. Qui avait levé la main tout à l'heure? Monsieur, je vous en prie. Hop. Merci. Bonjour, Thibaut de l'association Monarque. Alors c'est un petit peu ce que je voulais dire aussi, mais je rajoute du coup les éléments en disant en fait, si on essaye de faire que des achats qui sont 100% responsables, on va créer une inaction. On se dit, ah bah non, c'est pas 100% responsable, donc du coup, je fais pas cet achat comme ça. Alors qu'il faut aussi commencer par là où on peut commencer, surtout des entreprises qui sont loin du responsable. Donc bah, déjà, décarboner, c'est un premier pas que beaucoup peuvent faire pour faire avancer le débat, même si ça suffit pas et qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça, on est d'accord. Deux autres interventions du côté des contres. Alors, Merci. pour moi, Sabine Jean Dubourg, The iLab, un achat responsable, il y a plusieurs volets. Il y a évidemment le volet environnemental. Dans le volet environnemental, il y a évidemment le volet carbone, mais pas que. Il y a le volet biodiversité, il y a le volet ressources. Philippe Biwix est bien placé pour le dire. Et derrière, dans l'achat responsable, une fois qu'on a le volet environnemental, donc le volet achat durable, il y a aussi tout le volet des achats éthiques, etc., etc. Donc vraiment, achat décarboné et achat responsable, ce ne sont pas des synonymes. L'achat décarboné est un sous-ensemble de l'achat responsable. Et après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi chez OnePoint, parce qu'en fait, le carbone n'est pas matériel pour toutes les entreprises. Donc, commencer par le carbone en se disant qu'on commence par un truc facile et matériel, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu as un secteur, par exemple le secteur de la propreté, où pour moi les enjeux people sont bien plus matériels. Est-ce qu'on fait bien de l'insertion? Est-ce qu'on fait bien de la formation? Dans le secteur de la propreté, il y a beaucoup de sujets people à traiter. Donc, l'idée, c'est l'enjeu matériel à traiter en premier. Très bien. Merci Sabine. Peut-être un autre avis du côté des pour, peut-être aussi, c'est vrai qu'on a eu Safran, OnePoint, peut-être sur des plus petites entreprises, peut-être aussi. Un avis? Vous n'êtes pas encore totalement chaud, en fait. Ok. Je vous propose qu'on passe à une autre affirmation. La fonction achat, le meilleur acteur du développement durable de l'entreprise. Le vert et le rouge ne changeront pas de côté, hein, vous inquiétez pas. Il y aura des fois des négations dans les affirmations, il faudra faire attention, mais la fonction achat, c'est le meilleur acteur du développement durable de l'entreprise. Allez, levez les mains là, qui veut prendre la parole? Allez. Antoine Bonche. Je me mets à chaque fois du côté où il n'y a personne, comme ça je peux prendre la parole. Ça ne marchera pas longtemps, Antoine. Ça marchera pas longtemps. Donc c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que ça soit le meilleur, mais
quand même, étant donné qu'il a été peu activé ce levier-là et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux, je le considère comme le levier à aller chercher et du coup le meilleur levier pour faire encore plus aujourd'hui. Très bien. Réaction? Vas-y. Henri, vous voulez interagir? On peut en prendre deux de votre côté, puis après, préparez-vous de l'autre côté, il faut quand même les... Donc Henri Fraisse, Société française de prospective, et ancien directeur de développement durable d'un grand groupe, et dans lesquels l'expérience des achats durables a été le fer de lance pour rentrer les sujets de durabilité dans l'entreprise par plusieurs facettes. D'abord, modifier les relations avec les fournisseurs, c'est-à-dire poser des vraies questions. Et les achats influencent énormément finalement les pratiques internes parce qu'on introduit systématiquement des choses nouvelles et on se repose des questions. Donc il y a toute la dynamique d'échange, de collaboration, d'ouverture avec les parties prenantes. Et si on parle achat, finalement à quelque part, on achète pour produire. Donc on va aller également du côté des clients. Donc on a toute une facette globale. Et d'autre part, en interne, finalement, comme on va construire un référentiel pour satisfaire à la fois les clients et motiver les acheteurs, on va créer de façon extrêmement douce, puisque finalement on n'attaque pas en direct l'entreprise, mais de façon subtile, on modifie complètement les comportements. Merci Henri, merci pour cette réaction. Alors, Sabine Jean Dubourg, ça ne va pas pouvoir être tout le temps, et Éric Sainturier non plus, parce qu'en plus, Éric Sainturier, il a ses minutes tout à l'heure, juste après. Allez, dans l'autre camp, lancez-vous, on l'a dit, il n'y a pas de mauvaise idée, et il y a aussi en tête l'idée qu'on... Allez, très bien. Oui, Michael Cueil, CCI, Nouvelle-Aquitaine. Oui, évidemment, la phrase est difficile, mais justement, dans les accompagnements que l'on propose, on essaie... Vous avez même donné presque la réponse d'avoir un collectif, d'avoir une collaboration avec l'ensemble des services. Et si on doit donner un meilleur, pour moi, je pense que c'est la gouvernance, c'est l'engagement au plus haut niveau, et c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui donne le là. Sabine, ça marche. Alors, attention, Sabine, c'est pas possible, il faudrait que je fasse attention. Je sais qu'il y a des gens qui vont se transformer en trolls, donc il faut que je fasse attention. Allez-y, prenez la parole. Non? N'hésitez pas, allez-y. Hop. Ah ben alors, Franck. Il ne faut pas qu'on ait que les experts qui parlent, hein, sinon c'est pas joué. Merci. Donc Franck, Zoilab. Moi je pense que, et je le dis à chaque fois aux étudiants ou aux entreprises qu'on accompagne, je pense que les achats ont le plus gros potentiel de contribution sur les impacts RSE de l'entreprise. Ce n'est pas par triomphalisme, c'est parce que tout ce qu'on répète tous les jours, il y a tout ce qu'on peut faire en interne, qui est déjà bien, et il y a tout le levier d'influence qu'on peut avoir sur son écosystème de fournisseurs et des fournisseurs de son fournisseur. Donc quelque part, c'est répandre aussi la bonne parole et avoir exercé sa capacité d'influence sur toute une chaîne d'approvisionnement qui permet de démultiplier en fait les actions. Et en ce sens, je pense qu'on fait partie des plus gros contributeurs. Mais ça ne peut pas se faire tout seul non plus. Effectivement, j'entendais qu'il y a cette notion de gouvernance. Donc, les achats ne peuvent pas agir tout seuls de manière isolée des autres services et notamment ne pas avoir le soutien en fait, justement de la gouvernance et de la direction. Voilà. Très bien. Ah, une réaction là-bas. Nathalie Simonin, Cosmétique Vallée. Voilà. J'ai plus besoin de me présenter. Alors. Oui, effectivement. Les achats sont l'action finale, je dirais, mais au jour d'aujourd'hui, enfin, au moins pour la filière cosmétique, ce qui drive aussi cette notion, c'est effectivement la demande du consommateur. Et après, en filière cosmétique, c'est beaucoup la partie développement R&D, puisqu'en fait, les achats, aujourd'hui, pour qu'un achat devienne durable, en fait, il faut qu'il y ait un sourcing durable. C'est les choses qui évoluent de plus en plus parce que c'est des enjeux pour la filière. Mais ce sourcing, en fait, il est très dépendant de la R&D, la recherche et développement, parce que les évolutions des matières premières influent sur la stabilité des produits et surtout le sourcing. Donc, en fait, la fonction achat aujourd'hui évolue. Il y a des fonctions achat, il y a des fonctions sourcing matières premières qui sont des métiers quelque peu différents. Voilà, mais c'est beaucoup la R&D aussi qui drive tout ça, puisqu'en fait, ce sont les... Une autre réaction? Ouais, Sean?
Sean Coq, et puis ensuite Madame qui est... Oui, je pense que ça a été évoqué. Hein. Je pense qu'il est quand même très important en premier lieu de travailler sur son périmètre. Alors, je vais vous fâcher si je vous dis que c'est la priorité. Je pense que les deux sont des acteurs importants. Mais si chacun déjà travaille au niveau de son périmètre, on travaille sur toute une chaîne de valeur. Donc, en priorité quand même, travailler au niveau de son site. On a souvent l'empreinte carbone qui va dire tout est fait en externe et donc ce qu'on fait au niveau de notre site n'est pas important. Mais je pense que voilà, il ne faut pas oublier que chacun doit travailler sur son précaré en premier et après, ou en parallèle, travailler aussi sur le scope 3. Ça, c'est une intervention qui peut donner envie à d'autres de dire « Ah non, non, non hein ». Réaction. Peut-être juste moi pour relancer l'affirmation. Je ne donne pas mon avis. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qu'on dit contre aussi, parce que quand on n'est pas un spécialiste du sujet achat, comme moi, je commence à me faire 2-3 idées, mais on pouvait aussi percevoir les acteurs et les acheteurs, des fois comme les acteurs du cost-killing aussi dans l'entreprise. Et donc la perception de se dire aujourd'hui ce seront les héros à ULT du développement durable, il y a peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas si naturel que ça. Une réaction ? Ils ont beaucoup de leviers. Jean-Yves, consultant, alors justement, c'est un peu ce que j'avais un peu en tête. J'ai un peu l'impression que dans les entreprises, de toute façon, c'est les achats qui mènent le bal. En tant que consultant, on fait beaucoup de consultations et au final, souvent, on va voir avec les achats s'il y a au niveau du budget, etc. etc. Donc ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est effectivement que ça peut être aussi le meilleur acteur pour pouvoir lancer des démarches plus vertueuses. Et j'en prends à témoin, par exemple, le Crédit Agricole ici, qui a lancé une consultation cet été et qu'il fallait effectivement montrer patte blanche. Alors, quand on est consultant, c'est un peu emmerdant parce qu'on peut difficilement montrer patte blanche quand on est seul et puis c'est un investissement. Mais c'est quand même une bonne démarche. Et voilà pourquoi j'ai répondu pour. Une autre réaction ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui en meurent d'envie, mais qui... non. Bon. Ah, il y a quelqu'un qui change d'avis, on va lui donner la parole quand même. Ensuite. Bonjour, moi je suis Christophe d'Alalu Aramis. Les achats, c'est effectivement un levier extrêmement puissant, c'est indiscutable. Mais il y a une histoire un peu de l'œuf et de la poule encore dans ce truc-là. C'est-à-dire que l'impulsion de départ, donc ça peut être la gouvernance, ça peut être aussi une équipe RSE, une politique RSE qui va embarquer aussi la partie achat et puis transformer en fait ce métier-là. Donc je suis d'accord dans l'idée que c'est un acteur très puissant, ça peut être le meilleur, mais le point de départ, c'est pas forcément toujours les achats. Très bien. Vous voulez réagir ? Vous avez changé de camp. Qu'est-ce qui vous a pris ? Merci. Bonjour, Nathalie Anton, chef d'entreprise. J'ai une entreprise qui s'appelle Omanta qui travaille sur la filtration d'eau portable. J'ai changé de camp parce que je me suis rendu compte que le fait d'acheter, donc en tant qu'entreprise, oblige les autres, les fournisseurs, à changer. Et en fait, c'est le moyen le plus puissant, je pense, pour changer tout l'écosystème. C'est parfait, vous avez fait la conclusion en fait. Non. Bon, très bien, je vous remercie. Vous avez déjà bien joué le jeu. Je vous invite à vous rasseoir les uns les autres. Alors j'imagine que vous allez vouloir retrouver tous votre chaise initiale pour retrouver vos affaires. Et alors, je vais en profiter à ce moment-là. Je vais déjà appeler avec nous Éric Ceinturier de Safran Helicopter Engines. Vous êtes donc au pilotage des programmes, notamment sur les achats. Je vous invite à prendre le micro, Éric. Non, vous pouvez rester devant si vous voulez. Moi aussi, je vais descendre. Hop. Et je vous passe la zabette si vous voulez, ou je vous passe les slides. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, dites-nous tout. On va parler plutôt de la démarche. Donc, allez-y, appuyez. De décarbonation des achats, donc, de Safran. Voilà, merci Antoine. Bonjour à tous. Donc, un rapide tour d'horizon sur ce qu'on fait côté Safran. Alors, je vais le prendre avec un focus plutôt Safran Helicopter Engines, puisque nous, on est basé à côté de Pau, sur le business des moteurs d'hélicoptères. Notre business, à l'ordre 1, c'est évidemment de réaliser des missions essentielles de sauvetage, de sécurité, etc. Notre métier, par contre, c'est un peu brûler du kérosène dans des chambres de combustion. Donc en termes de durabilité, tout de suite, ça se pose là quand même, en termes de carbone. Donc on est une industrie assez exposée
à la fois parce que monde de la défense, à la fois parce que force Scope 3 aval. Et donc, on a dû déployer au niveau du groupe Safran une démarche RSE assez volontariste qui a plusieurs piliers. Je ne vais pas rentrer dedans. On va plutôt développer celui qui concerne le carbone aujourd'hui. Et notamment, comment on essaye d'embarquer notre chaîne de fournisseurs dans la décarbonation. Donc, à la question d'avant, évidemment, les achats sont un contributeur important du développement durable. Tout seul, par contre, on est vraiment en difficulté pour agir. Ça dépend des produits, beaucoup, ça dépend des spécifications. On est très centré produit. Et les achats, parfois, subissent un peu un poids de spécification qui fait qu'on a des figures de style imposées en termes de marché. Voilà, donc ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, donc il y a un engagement au niveau du groupe, au niveau du Scope 3 amont, d'embarquement de la supply chain. On appelle ça le top 400, c'est les 400 plus gros fournisseurs du groupe Safran qui font 80% des émissions. Alors je vous dirai comment on les calcule après, parce qu'on a un sujet. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est d'embarquer tout ce petit monde dans une démarche de décarbonation. Inciter à mesurer, inciter à bâtir une roadmap de décarbonation et la suivre derrière en exécution. Ce qu'on fait également, c'est qu'on fait évoluer nos référentiels achats pour intégrer le bas carbone le carbone dans nos choix. On a une pesée carbone dans le choix de nos fournisseurs. Ce qui a été assez fondateur, c'est que le groupe un jour a dit, et c'est pas la direction du développement durable du groupe Safran, c'est la direction financière du groupe Safran qui a dit, écoutez, toutes vos opérations, vous les valorisez à 100 € la tonne de CO2. Et donc ça a été assez fondateur parce qu'en fait, une entreprise, le carbone, on a du mal à palper ce que ça représente. 10 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes, ok. Par contre, quand on parle en euros, là, l'entreprise comprend très bien. Une entreprise, elle est habituée à gérer des euros. Et d'avoir cette conversion, c'est facile pour le carbone, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres aspects de la RSE. Ça a été un moyen assez simple de faire des pesées comparatives, en fait. Donc on met à jour dans nos business plans, dans nos choix fournisseurs, dans nos investissements, ce volet valorisation du CO2. Je ne vous lis pas les textes en détail, c'est des choses qui sont publiques sur notre site, auxquelles on s'est engagé officiellement donc, sur le Scope 3 achat. Quand on parle de Safran Helicopter Engines, vous voyez sur l'aspect décarbonation la répartition de nos émissions carbone. Comme je vous le disais, on brûle du kérosène dans des chambres de combustion. Donc le Scope 3 aval qui est l'usage, utilisation des produits, le 30%, c'est uniquement 10% des émissions de CO2 de la combustion du kérosène dans nos moteurs. Pourquoi c'est que 10%? Parce qu'on ne va pas porter seuls, nous motoristes, toutes les émissions de l'usage de l'appareil. L'avionneur est bien content de vendre des hélicoptères, donc il doit porter une part de ses émissions. Le client qui est à bord ou l'opérateur de l'hélicoptère est bien content de faire du business et donc porte une partie des émissions. Donc il y a un deal au niveau de l'aéronautique qui est de dire que les équipementiers portent, le motoriste porte 10% des émissions totales de l'usage. Et il y a une répartition pour les équipementiers, les avionneurs, les utilisateurs, etc. Donc un Scope 3 aval qui est énorme évidemment et dont on porte une partie. Vous voyez que le Scope 1 et 2, c'est-à-dire ce qui se passe sur nos usines, c'est vraiment pas majeur, sachant que le plus gros poids, c'est les essais moteurs, le kérosène qu'on brûle dans les essais moteurs sur nos sites, Scope 1. Et qu'on est en train d'ailleurs de passer en carburant dit durable pour limiter l'impact carbone de nos essais. On a beaucoup de travail avec la R&D d'ailleurs pour optimiser nos campagnes d'essais et être capable de justifier nos moteurs sur des délais d'essais plus courts pour réduire les émissions. Donc ça touche aussi la R&D. Voilà. Et puis la partie amont, c'est les achats. Et là, vous voyez, effectivement, ça fait un gros paquet, plus de la moitié. Et donc, c'est évidemment un sujet sur lequel il faut agir. Par contre, la question est comment on a estimé que ça faisait la moitié? On l'a estimé en utilisant ce qu'on appelle les facteurs d'émission monétaire. D'accord? Ce qui est la pratique la plus simple pour commencer. Il faut bien commencer un jour. Facteur d'émission monétaire, alors je vais revenir derrière. Voilà, je reviendrai sur la planche. C'est très simple. C'est pour chaque type d'achat que vous faites, de l'usinage, de la forge, de la fonderie, de la matière, des équipements, etc., vous avez un facteur de conversion entre les euros que vous achetez qui vous convertissent ça en tonnes de CO2. Voilà. Et donc, les émissions carbone de nos achats, on les a calculées simplement comme ça. C'est facile, vous avez le volume d'achat, vous savez ce que vous achetez, vous avez des facteurs d'émission monétaire, donc vous calculez le résultat. Bon, le gros problème, par contre, c'est que c'est indexé au prix.
Donc quand on prend 30% d'inflation en 5 ans, que deviennent les facteurs d'émission monétaire? Si je vais produire en Inde, c'est moins cher. Donc ça émet moins, puisque c'est indexé au prix. Si je prends un contrat d'énergie chez un fournisseur, mon fournisseur prend un contrat d'énergie décarboné qui est un peu plus cher, donc il émet plus, puisque c'est plus cher. Voilà, et cette indexation sur les prix, c'est bien en valeur moyennée globale, mais par contre, on voit bien que ça ne va pas nous inciter à faire les bons choix derrière. Et puis, il y a un petit sujet aussi particulier, c'est que c'est des valeurs moyennes qui sont justes parce qu'elles ont été bien corrélées par rapport à l'industrie de masse. Nous, on est des artisans. Donc, votre PC portable, vous le payez, allez, je fais simple, 1 000 €, donc ça fait 600 kg de CO2. Le côté Safran Helicopter Engines, la même fonction avec les mêmes composants pour faire la régulation d'un moteur, on le paye 30 000. L'objet, à sa construction, a émis la même chose. Par contre, le prix, parce qu'il est qualifié aéro, parce qu'on fait plein de tests dessus, etc., fait que nous, quand on le convertit, on le paye très cher, et donc quand on convertit ça en CO2, c'est énorme. Donc les facteurs d'émission monétaire aujourd'hui, quand on compare par rapport à des pesées physiques, on estime qu'ils maximisent d'un facteur 5 à 10 nos émissions du scope 3 amont. D'accord ? Alors, indépendamment du fait que ça fait des gros chiffres, c'est surtout le problème, c'est que ça fait des chiffres qui ne sont pas forcément les bons et que du coup, ça ne nous aide pas à agir sur les bons endroits. C'est ça le problème. Donc, on s'est vraiment challengé sur ce sujet-là. Je reviens juste sur le top 400 quand même un moment. Le top 400 de Safran, donc ça prend cette forme-là. C'est des questionnaires qu'on envoie chaque année à nos fournisseurs avec un onglet qualitatif. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre maturité par rapport à ça? Donc il y a toute une page de questions. Et puis un volet en chiffres qui permet de capter des données. Alors on commence par les scopes 1 et 2. Et puis peu à peu, on emmène tout ce petit monde vers le scope 3, la décision de trajectoire, etc. Quand on recueille ces questionnaires, ça nous permet d'évaluer la maturité du fournisseur. Alors c'est des grilles qui sont assez connues, que vous trouvez à peu près les mêmes dans le CDP, qui vous permet de, voilà, je suis nulle part, je suis en bas de l'échelle, je commence à mesurer, je suis autour des notes D-, je commence à me projeter, donc j'ai une trajectoire. Donc là, je commence à atteindre les notes C, j'ai un plan d'action que je déploie, je commence à traiter le scope 3, etc. Et peu à peu, je monte les grades. À droite, vous voyez, donc à l'issue des campagnes, alors on fixe des seuils à nos fournisseurs chaque année et on vient les aider à franchir ces seuils. C'est pas juste tu dois passer ce seuil-là. Non, c'est tu as besoin de faire une trajectoire. Est-ce que tu y arrives pas? C'est quoi tes gros postes? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment on peut agir? Et puis on les guide pour qu'ils dessinent une trajectoire de réduction. Souvent, quand on parle aux petits fournisseurs, ça dépend beaucoup de la personnalité du dirigeant et qui souvent est pris par le quotidien. Et quand on lui parle d'une trajectoire carbone à 2030, enfin, on parle un peu chinois. Mais du coup, c'est un très bon moment de débat, un peu en dehors du flux opérationnel, pour projeter là où va être l'entreprise dans 5 ou 10 ans. Et donc, en fait, ça nourrit un débat qui est un débat pas vraiment achat, mais qui est un débat très, très riche, plutôt sur le développement de l'entreprise et sa stratégie. Voilà, donc vous voyez, donc chaque année, on essaie de tirer vers le haut. Le but, c'est qu'on maximise les C-. On doit être à 80% cette année, à la fin de l'année, sur le niveau C-. C'est-à-dire que 80% de notre top 400 doit avoir une trajectoire de décarbonation de son scope 1 et 2. J'avance un peu. Donc, les facteurs d'émission monétaire, on disait précédemment que bon, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga. Et effectivement, quand on a commencé à faire de la pesée carbone, on s'est dit, on a un problème et on sait où il est. Notre problème, c'est la matière. Alors, ce que je vous dis est valable pour notre activité. Je veux dire, chaque entreprise a sa réalité, évidemment, qui peut être très différente de la nôtre. Nous, on est des mécaniciens, on travaille beaucoup de métaux très particuliers. Et donc là, on s'est rendu compte que pour faire un moteur Ariel, qui est notre best-seller, ça fait 1000 chevaux, 125 kg. On a 500 kg de semi-produits. On achète 500 kg de semi-produits, et donc on a 375 kg de copeaux qui chutent déjà entre le semi-produit et le produit fini. Et puis quand on monte la chaîne, il faut élaborer 1 tonne pour faire 500 kg de semi-produits, avec une partie qui est recyclée, mais pas l'intégralité. Et puis en amont, il y a toute l'extraction et la concentration. En fait, c'est là que ça se passe. Le gros de l'émission carbone, elle se passe au moment du raffinage et de l'élaboration. Quand on travaille sur du nickel, c'est présent à 0,7-0,6% dans la croûte terrestre. L'effort de concentration du minerai, il est énorme. Donc vous êtes obligé d'enlever des gros morceaux de cailloux de la planète, et puis vous mettez une énergie infinie pour arriver à concentrer le nickel. Cobalt, molybdène, vanadium, tous les super alliages et les aciers spéciaux
le titane, voilà, sont donc fortement émissifs sur cette phase-là. J'allais dire que passer au laminoir, forger, usiner, c'est presque un ordre 2. Hein, le 80 à 90% de l'émission, elle se passe sur le raffinage, pour les nuances qu'on utilise. Et ça ne s'arrangera pas, d'une certaine manière. C'est un peu quelque chose qui est dans les BD de Philippe Biwix, d'ailleurs, hein, qui parle beaucoup de cette extraction des métaux, du fait que, d'une certaine manière, cette logique d'extractive, elle ne va pas aller à s'améliorer parce que cette concentration sera de plus en plus fine et les logiques de recyclage aussi qui sont derrière ne permettent pas forcément de réutiliser de la matière. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire et quand on touche du doigt les vrais sujets, c'est là qu'on voit les vrais leviers d'action, du coup. Oui. Et effectivement, la matière en est un. Et donc, évidemment, on pense tout de suite recyclage quand on pense matière. Avant de penser recyclage, hein, quand on réfléchit économie circulaire, c'est peut-être est-ce que je fais changer mes procédés pour ne pas avoir le taux de chute de 500 à 125 ? Ouais. D'accord ? Il y a certainement des choses à faire. Est-ce que je m'assure qu'entre l'élaboration et la mise en forme, je n'ai pas trop de chute dans les aciéries ? Est-ce que je suis sûr d'utiliser la bonne nuance matière ? D'accord ? Est-ce que je ne suis pas toujours un peu en train de surcoter et d'aller chercher le matériau qui fait plus, mais qui du coup est beaucoup plus émissif ? D'accord ? Donc ça pose plein de questions, déjà au niveau du produit, de la R&D, des process, avant même de parler achat. Hein. Voilà. Et puis effectivement, en dernier recours, eh bien, toutes les chutes de process, il va falloir les recycler. Alors aujourd'hui, on les recycle, enfin, au sens où on ne les enterre pas. C'est-à-dire qu'on les met dans une benne à la sortie de l'atelier, soit les copeaux, les rebuts, etc. Et puis, le camion qui passe à la déchetterie du Pays de Naï, et puis à Borde, et puis à Assat, il ramasse des vélos, des matelas, etc. Et puis il ramasse du titane aéronautique chez nous. Et tout ça, ça finit en ce qu'on appelle ferro-titane, et que vous retrouvez dans des pieds de chaise, des pieds... Voilà. Donc en fait, on a bien une forme de recyclage, mais c'est vraiment ce qu'on appelle du downcycling. C'est-à-dire je recycle pour un usage qui est pas l'usage primaire, qui est pauvre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai besoin de reconstruire pour l'usage aéronautique, je réextrais de la planète. Donc en fait, tout l'enjeu qu'on a, c'est le closed loop recycling, c'est-à-dire s'assurer que nos copeaux de qualité aéronautique reviennent bien à un usage aéronautique. Et là, ça pose plein de questions, qui sont que ces copeaux, ils sont dans une supply chain de 400 fournisseurs dans toute la France, et un peu à l'étranger, pour SHE. Et donc, comment on va collecter, sachant qu'on utilise des centaines de nuances différentes, et que sur une machine-outil, dans la même journée, on peut avoir 5 ou 6 nuances qui passent et qu'il faut trier chaque copeau à la nuance. Donc vous imaginez l'impact sur la logistique interne chez nous et nos fournisseurs pour avoir une collecte de qualité et assurer ce recyclage de bon niveau. Donc c'est des vrais challenges qu'on commence à adresser. L'aspect déclaratif, donc aujourd'hui on est à gauche, hein. On demande à on a des kilo-euros d'achat, on convertit ça en tonnes de CO2, facteur d'émission monétaire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de passer sur la droite. Vu qu'on a compris que les matières étaient certainement l'ordre 1 de la difficulté. Quand on fabrique un moteur Ariel, moi je sais exactement quelles sont les masses de matière mises en œuvre. Les 500 kilos, je peux vous les donner à la nuance. Je n'ai pas besoin de mes fournisseurs. Hein. Moi, je sais qu'on achète 1700 tonnes de matière chaque année et je peux vous donner la décomposition. Donc, cette partie du scope 3, quelque part, plutôt que de demander à un fournisseur de 30 personnes d'aller escalader dans la supply jusqu'à Rio Tinto qui fournit la matière, chez qui il n'aura aucun point d'entrée et aucune réponse, je vais lui poser une question à laquelle il ne saura pas répondre. Ce scope 3 matière, je peux m'en occuper moi. Donc, c'est une charge que j'essaye d'enlever à mon fournisseur. D'accord ? Et basé sur de la physique. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est le 80-20, je vais avoir 80% de ma pesée achat qui va devenir physique. Ça, c'est pas mal quand même. Et puis ensuite, ce que je continue à demander à mes fournisseurs, par contre, c'est le reste, leur scope 1 et 2. Alors ça, c'est vraiment leur boulot. C'est leurs opérations sur leurs usines. Et ça, globalement, ils le font déjà plutôt pas mal. Et donc, c'est des données qui sont physiques, hein, là aussi. Hein, c'est les tonnes de gaz, les tonnes de fuel, les kilowattheures électriques. Hein. Et puis ensuite, il restera toujours un petit peu de scope 3 qu'on constituera en facteur d'émission monétaire. J'achète des tables et des chaises et des imprimantes. Bon, ok. Celle-là, à la limite, on pourra continuer à les déclarer en facteur d'émission. Mais c'est un moyen qui nous paraît accessible dans un délai court pour sécuriser une pesée physique de la matière et prendre en compte les déclarations réelles physiques de nos fournisseurs sur les scopes 1 et 2.
Voilà, donc c'est là qu'on en est. On a commencé depuis sortie du Covid, 2020-2021, à vraiment se mettre en mouvement dessus, enjeux d'accompagnement, etc. Là, on est vraiment sur la collecte des données. On a des vrais enjeux de collecte des données. Il y a un vrai sujet d'ailleurs de data, il y a de l'innovation autour du bas carbone. Ça, c'est vraiment des sujets vraiment à creuser. C'est dans nos affirmations tout à l'heure. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment un vrai sujet parce que une déclaration carbone dans une supply chain un peu complexe, pour être précis, il faut être capable d'empiler à chaque étape de valeur le carbone associé à la transformation réalisée. Ça, on appelle ça dans d'autres domaines la blockchain. Il y a certainement des pans à prospecter pour qu'au même titre qu'on ait une traçabilité sur des produits alimentaires, sur des chaînes de froid, sur de la logistique, on puisse avoir une traçabilité sur le carbone. Donc, pour l'instant, on n'en est clairement pas là. Donc, c'est plutôt des sommes de fichiers Excel qu'on collecte. Donc, c'est très manuel et très déclaratif à ce stade. On met en place donc notre référentiel physique sur la matière. On est en train de le faire en ce moment avec des acévistes. Et puis on est percuté par des vraies réalités fiscales. La taxonomie européenne qui se met en place avec la première application qui est la MACF, mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Donc là, quand vous dites à votre fournisseur américain, heureusement on n'en a pas beaucoup, qui nous disent, qui nous livrent 100 kilos de vis, écoute, là, il faut que tu nous déclares combien de carbone est associé à ton paquet. Et alors là, je peux vous dire qu'en face, c'est un grand moment de solitude. La pesée carbone produit, on est à des années-lumière. Ce serait super de pouvoir le faire, mais on n'en est juste pas capable. Et donc à court terme, pour progresser, c'est pour ça que le modèle qu'on propose semble être un modèle accessible à court terme et qui sécurise à 80% la qualité de la déclaration. Voilà, et puis ensuite, on se prépare à la suite, c'est-à-dire qu'après les phases de mesure de collecte du CO2 par les déclarations, par la MACF, arrivera le temps de la fiscalité. Et donc, ce n'est pas pour rien si c'est bien notre direction financière qui, il y a 3-4 ans, nous a dit « merci de valoriser le carbone à 100 € la tonne » parce qu'il se prépare juste à ce mouvement-là. Et là, c'est vrai qu'il y aura deux sortes d'entreprises, celles qui s'y sont préparées puis celles qui ne s'y sont pas préparées. Voilà. Et donc, pour conclure, j'espère que je suis à peu près dans le timing. On y est. Alors, donc j'ai un certain nombre d'interactions du coup avec nos fournisseurs sur ce sujet-là. Dans le top 400 de Safran, c'est les 400 plus gros. Alors, c'est un travail d'équipe entre toutes les sociétés de Safran. Moi, je dois tirer les déclarations carbone d'une quinzaine de fournisseurs. Pas trop compliqué. Mes collègues de Safran Aircraft Engines doivent en tirer 70. Mes collègues de Safran Electronic and Defense doivent en tirer 60, etc. Selon les tailles des entreprises et la présence qu'on a chez les fournisseurs, chacun tire pour l'ensemble du groupe. Et c'est le top 400, en fait, c'est un travail d'équipe. Et donc, ça nous permet, côté Safran Helicopter Engines, avec un petit nombre de fournisseurs, de rentrer quand même dans une certaine intimité dans cette discussion autour du carbone. Et c'est vachement intéressant, du coup. On voit des situations qui sont très variables. On a vraiment des fournisseurs enthousiastes vis-à-vis de ça. On a des fournisseurs qui nous challengent, qui nous disent « mais votre référentiel matériaux, c'est super, quand est-ce qu'on peut l'avoir ?» Bon, puis alors il y en a d'autres où là, franchement, tu comprends bien, j'arrive pas à produire, j'ai mon PGE à rembourser, etc. C'est pas le moment, j'y arrive pas. Ça dépend beaucoup sur les petites structures vraiment de la culture, de la sensibilité du dirigeant. Ça, faut le prendre en compte. Globalement, on a peu de levier coercitif. Ce serait trop facile de dire, t'es pas passé ces mois cette année, on sort. Oui, enfin, on sort, sauf qu'on a un peu besoin de nos fournisseurs. Donc, en fait, on sort pas du tout. Donc, l'enjeu, c'est plutôt en équipe, parce qu'on va rester chez toi de toute façon. Comment est-ce que tu fais pour te mettre à niveau ? On n'est pas dans la sanction. Alors, on met quand même une pression amicale en disant qu'il faut bouger. Celui qui joue vraiment pas le jeu, on dit, écoute, on va arrêter de te consulter, on va plus étendre le marché. Mais on n'est pas dans des mesures violentes. On travaille sur le temps long. Les facteurs d'émission monétaire, j'en ai dit beaucoup de mal. C'est super pour commencer. Je pense que pour se mettre en mouvement, commençons déjà par ça sur le scope 3. Mais ça ne suffit pas, mais ça permet de se mettre en mouvement. Que dire de plus ? Alors, en termes de compétitivité, je pense que quand on valorise le carbone, c'est tout à l'avantage des écosystèmes locaux. Si on pèse le carbone dans les transports, la logistique, dans les émissions liées à l'électricité, on a la chance d'être dans un pays où l'électricité est plutôt très décarbonée. Et donc, quand on donne une réalité économique à ce carbone, c'est de la compétitivité qu'on ajoute à l'industrie française, d'une certaine façon.
Et puis enfin, ce que je retirais, donc j'ai parlé de la matière, hein, je resterai sur le fait, sur l'aspect collaboration. C'est que, à titre personnel, ce que je trouve vraiment super, c'est que quand on parle carbone avec un dirigeant d'entreprise, on ne parle pas des chats écrasés du quotidien, qu'on n'arrive pas à faire, de la qualité, des coûts, des délais, etc. Je pense que dans nos relations clients-fournisseurs, forcément, on a des usines à faire tourner, donc on doit s'occuper de ça. Mais c'est bien aussi d'avoir une respiration qui permet de parler d'autres choses et de se projeter sur le moyen terme, le temps long. Et pour ça, le carbone, c'est un super outil. C'est un enjeu collectif. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Nos déclarations se nourrissent dès lors. C'est forcément un travail à quatre mains avec chacun de nos fournisseurs. Et c'est vraiment une opportunité de discuter stratégie, de discuter développement de la boutique, de comprendre les sous-jacents de l'activité, les potentiels de réduction, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif dans la relation fournisseur. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. J'ai tenu à peu près, j'ai passé les messages principaux. Merci à tous. Parfait. Merci beaucoup, Eric, pour cet exposé super clair, passionnant, qui montre quand même qu'en effet, en termes à la fois de complexité, on est sur des chantiers quand même très très lourds, mais aussi sur des enjeux d'excellence dans les entreprises qui sont très forts, comme vous venez à mon avis, de l'exprimer. On va repartir dans une phase débat, mais vous aurez l'occasion au moment du débat, évidemment, de réagir sur les propos de M. Ceinturier, et vous allez pouvoir vous redégourdir les jambes. Donc merci beaucoup vraiment pour cette intervention. Safran vient depuis 3 ans sur le salon Néo Business. On est vraiment très heureux d'avoir aussi ce regard que vous portez. Vous êtes venu là aussi pour sourcer d'autres choses. Merci pour cette collaboration sur ces 2 aspects. Affirmation 3, vous pouvez vous lever. L'auto-évaluation des fournisseurs se suffit à elle-même. D'accord en vert, pas d'accord en rouge. Vous voulez pas m'en mettre quelques-uns quand même parce que... Alors, voilà, très bien. Donc ça veut dire que ça ferait presque pas débat en fait, hein, ça ferait presque pas débat, mais peut-être... Voilà, mettez-vous là. Des premières réactions. Qui veut prendre la parole et réagir à chaud? Allez-y. Ah non, il n'y a pas de réaction. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Si vous êtes tous là, c'est que vous êtes contre, en fait. Donc, ça veut dire que ça ne se suffit pas à soi-même. Vous avez convaincu tout le monde, je pense, Eric. Oui, s'il vous plaît, il y a deux réactions. Allez-y, madame, devant. Hop. Présentez-vous. Bonjour, Marie Homo, c'était Énergie Environnement. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que monsieur vient aussi de l'exprimer. Il y a déjà une question de travail collectif, de comment on le fait, de la méthode, de comment on fait évaluer la méthode, de est-ce qu'on prend dans le cas du carbone les facteurs monétaires ou pas, mais pour tout autre aussi tout autre sujet d'impact. Donc voilà, c'est pour moi collectif. Et puis c'est aussi en échangeant qu'on va même... et regarder comment nos fournisseurs s'auto-évaluent, qu'on peut aussi nous faire évoluer notre propre évaluation et inversement. Donc voilà, il faut être dans le collectif. Très bien, merci. Merci pour cette réaction. Il y avait une réaction derrière, Nathalie? Oui, moi ce qui m'intéressait, c'est de voir que là, on est par le scope d'une entreprise qui fait travailler ses fournisseurs. Mais si on se met de l'autre côté, en regardant les fournisseurs, donc eux, ils travaillent effectivement pour cette entreprise, mais ils travaillent aussi pour une autre entreprise qui va peut-être leur demander d'autres critères, d'autres évaluations, et puis la troisième, encore d'autres. Et en fait, on se retrouve sur ces petites entreprises ou moyennes entreprises à développer plusieurs partenariats, plusieurs scopes, et c'est extrêmement compliqué pour eux, en fait. Donc, il faudrait pouvoir avoir l'autre côté de la barrière, en fait. Voilà. Merci. Une réaction, peut-être? Eric, peut-être? Oui, alors vous avez entièrement raison, ça c'est une vraie douleur. Hein. C'est pour ça que, alors nous, ce qu'on essaye de faire pour essayer d'adresser ce sujet, qui est un vrai sujet, c'est de se baser sur des référentiels qui sont déjà déposés. C'est-à-dire qu'on adapte pour Safran des référentiels déposés. Et si, par exemple, la grille de maturité, si le fournisseur s'est déjà engagé dans une démarche avec une évaluation de type CDP, SBTI ou d'autres approches, on les reconnaît, on joue par des équivalences, on ne redemande pas une déclaration, on reconnaît les autres pour ne pas... Voilà. Et puis on n'invente pas quelque chose de complètement hors sol.
de manière à leur éviter justement de faire du spécifique pour Safran. Et puis vous avez bien entendu pour la partie matière, que moi je pense que dans leur scope 3, c'est ça leur grosse douleur, ils sont plusieurs à nous le remonter, enfin dans nos métiers en tout cas, et que c'est pour ça qu'on a pris ce sujet à bras le corps aussi, pour leur simplifier la vie, parce que je pense que c'est compliqué. Notre référentiel, l'idée c'est qu'il soit ouvert, et donc ils peuvent aussi l'utiliser pour des déclarations pour d'autres, sachant que l'objectif pour nous c'est de le faire valider par des instances, on en discutera certainement avec l'ADEME ou d'autres, pour que notre référentiel soit reconnu, d'accord. Voilà, puis on s'est quand même mis de ce côté, évidemment on était tous en face, donc on était plutôt non. Après l'auto-évaluation, alors c'est un peu les débats qu'on avait précédemment, est-ce que c'est, si on prend la phrase telle qu'elle est tournée, c'est non. Par contre, si on regarde le chemin, commencer par une auto-évaluation, c'est quand même pas mal. C'est pas autoporteur, mais c'est quand même bien pour commencer. Voilà. Et ce fournisseur a peut-être lui-même une équipe achat qui doit être aussi dans cet exercice, donc se former. D'autant plus qu'il y a pas mal d'outils en ligne qui sont gratuits et qui permettent même à une TPE. Moi, je parle de, par exemple, l'Impact Score qui est gratuit, qui est un moyen d'évaluation, Mouvement Impact France, qui est un moyen de s'évaluer et où sur chaque item, on vous explique pourquoi c'est important, on vous rappelle la réglementation. Et c'est vrai que l'auto-évaluation pour chaque entreprise, c'est déjà un bon début pour savoir quels sont justement les enjeux matériels pour sa boîte. Mais évidemment, j'étais là-bas parce que ça ne suffit pas du tout. Par contre, on a Laurent Jarry, côté ADEME, et après Henri, qui a changé de côté. J'ai changé de côté en me disant aussi que l'auto-évaluation, c'était un moyen de mesurer en fait la relation de confiance, de coopération qu'il y a entre clients et fournisseurs. Et voilà, et de réinventer sans doute cette relation-là vers plus de partenariat, de coopération. Donc je me dis que c'est un moyen qui mesure quand même quelque chose entre les partenaires. Très bien. Et Henri, madame, en fait, vous voyez, tous ceux qui se sont mis de ce côté, c'est ceux qui parlent. Il va falloir que vous réagissiez. C'est pas possible de rester comme ça. Madame. Bonsoir, je me permets de réagir. Je représente une toute petite PME, Sandra Martin. Une TPE plutôt, engagée dans les matériaux biosourcés, plutôt pour ce qui concerne les matières plastiques. Alors c'est un petit peu la provocation, la manière dont c'est formulé, mais effectivement, moi ce que je suis un petit peu là, je me suis mis de ce côté-là pour dire les TPE, on est plein d'engagement, on est plein de volonté, mais parfois c'est le moyen, c'est le temps, et parfois une auto-évaluation c'est peut-être pas parfait, mais enfin voilà, on essaie d'y travailler et du mieux possible, quoi. C'était un peu pour représenter les TPE que je me suis mis de ce côté-là. Merci. Merci. Tu veux que je rajoute 2 mots ? On peut se permettre de rajouter 2 mots. L'auto-évaluation, il faut quand même se souvenir que sur les achats et le système EcoVadis que moi j'ai vu naître, on est parti sur l'auto-évaluation. Après, contrôle. Deuxième point, l'auto-évaluation, effectivement, c'est une très bonne façon de fédérer les équipes. Et troisièmement, l'auto-évaluation par le nombre permet effectivement de mieux identifier les critères de matérialité plutôt qu'une approche très spécifique. Et quatrièmement, quand on a fait des auto-évaluations en interne dans une grosse entreprise pour identifier quels étaient les points clés, on a trouvé exactement les mêmes points chauds que ceux, après 3 ans d'études, faits par une étude ACV extrêmement lourde. C'est-à-dire qu'on a en interne, en instantané, des sensibilités extrêmement pertinentes et qu'il faut exprimer sous une forme ou sous une autre. Et l'auto-évaluation est une très belle façon de faire remonter ses compétences. Très bien. Merci Henri. Il faut réagir. Il faut réagir, c'est pas possible. Oui, Christophe. Alors, je suis d'accord, l'auto-évaluation, c'est souvent le seul outil dont on dispose, c'est vrai. Souvent, pour l'avoir pratiqué en interne, ça donne le même résultat qu'une ACV certifiée, etc., qui a coûté très cher et pris beaucoup de temps. Moi, je me suis mis de ce côté parce que ça suffit pas. Enfin, dans certains cas, ça suffira pas. On n'est jamais très loin du greenwashing. On a des industriels qui vont tordre un petit peu la réglementation en leur faveur et puis nous amener des documents ou des auto-évaluations un petit peu trop optimisées. Donc, ça suffit pas. L'auto-évaluation suffit pas elle-même. Il faut que nous aussi en interne, on ait un regard critique, qu'on ait quand même des points de repère basés sur la science, basés sur notre connaissance du marché, pour pouvoir modérer un petit peu cette auto-évaluation. Très bien, merci Christophe. Ah, notre réaction, Antoine Bonche. Essayer de défendre notre camp aussi.
Effectivement, je pense que par rapport à l'auto-évaluation, alors je voudrais juste rebondir un petit peu sur les ACV très chers, parce que déjà, de plus en plus, on est capable de faire des analyses de cycle de vie quantitatives sans forcément de déclencher toute la recherche de la France. Et puis qu'on est capable de faire des approches cycle de vie, c'est-à-dire des choses un petit peu moins étayées quantitativement, parce que parfois ça suffit pour aller chercher ce qu'on cherche à challenger, ces notions de matérialité que vous évoquez. Et ne pas laisser les fournisseurs s'auto-évaluer, mais sur quoi? Il y a deux questions en fait dans cette auto-évaluation, c'est sur quoi on cherche à s'évaluer, et puis après comment on s'évalue. Donc effectivement, on peut faire cette évaluation sur des points qu'on a décidé tout seul, dans un premier temps. Et la question, c'est est-ce que l'acheteur, auprès de son fournisseur, il est capable de bien identifier ce qu'il cherche à challenger. Et ça, en fait, parfois des fournisseurs, ça dépend des filières et du rôle qu'on a dans la supply chain, mais parfois on est fournisseur pour des types d'activités qui n'ont rien à voir. Et en fait, la fonction sur laquelle on contribue avec le produit qu'on fournit n'est pas du tout la même. Donc les enjeux sur lesquels on a à travailler ne sont pas les mêmes. Donc laisser un fournisseur se débrouiller et aller challenger tous les critères de la RSE pour pouvoir être prêt par rapport à ses fournisseurs, je pense que c'est là où il y a un échange important pour que ses clients, c'est-à-dire les acheteurs, sachent dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je cherche à travailler. Donc distinguer derrière auto-évaluation ce sur quoi on travaille et ensuite la méthode qu'on a derrière pour évaluer. Très bien. Réaction ? Je crois juste derrière toi, Gwen. Oui, bonjour, Cyril Baldacchino de l'APESA. Alors, premier point pour aller un peu dans le sens d'Antoine, quand j'entends l'auto-évaluation amène les mêmes résultats qu'une ACV très chère, je pense qu'il faut se questionner sur les personnes qui ont fait l'ACV très chère. Du coup, à mon avis, il y a une erreur de casting, on pourra en rediscuter. Et sur la démarche d'auto-évaluation, pour avoir vu très concrètement pas mal de PME qui avaient été soumises à des questionnaires d'auto-évaluation par des grands donneurs d'ordre, type justement Ecovadis, sur des enjeux RSE, d'ancrage sur les territoires, avec des questionnaires un peu hors sol. Effectivement, l'auto-évaluation, elle a du sens si elle est accompagnée, si elle est mise en lien avec les enjeux de l'entreprise. C'est un bon outil pour commencer, mais très clairement, ça ne suffit pas. Très bien. Nouvelle réaction ou on change d'affirmation? Allez, on change d'affirmation. C'est parti. Attends, Cécile, j'ai pas encore... Allez. Vous avez vu, à chaque fois, on a les dessins de Elsa Landais que vous retrouverez dans le bouquin. C'est chouette. Alors, justement, sujet carbone dont a parlé aussi, évidemment, beaucoup M. Ceinturier. La comptabilité carbone doit s'imposer en parallèle d'une comptabilité euro. La comptabilité carbone doit s'imposer en parallèle d'une comptabilité euro. Vous avez 3 minutes. Tout à fait, tout à fait. Mon collègue au fond, Léo Bonamy, qui interviendra tout à l'heure sur le catalogue des solutions, je vous ai oublié de vous dire une chose, c'est que si vous êtes vraiment dans le doute, vous avez le droit de rester au milieu, dans la rivière de doute. Alors, d'où je suis, c'est moins sympa. C'est moins sympa, c'est moins franc, vous voyez. Voilà, ceux qui sont vraiment dans le doute, ils restent complètement au milieu. Les autres, ils sont d'accord. Donc, globalement, on a plutôt une tendance, vous êtes plutôt d'accord. Qui veut prendre la parole ? C'est souvent plutôt les contre qui ont envie de parler avant les pour, semble-t-il. Je vous en prie. Non, mais ça va. Enfin, en réaction à ce qui a été dit sur une des premières affirmations, c'est que le carbone n'est pas forcément l'impact le plus prépondérant pour une entreprise. Donc, voilà, pourquoi faire ce parallèle entre carbone et pas un autre impact. Voilà. Très bien. Je me permets juste un petit complément parce que du coup, je porte une posture qui est typiquement l'opposé de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est un peu difficile à suivre comme garçon des fois. Non, mais non, l'idée, c'est que ce qui a été un déclencheur chez nous, c'est de valoriser le carbone en euros parce que du coup, ça devient facile. On sait manipuler des euros, on sait faire des BP, on sait voilà. Donc, l'entreprise sait manipuler de l'euro. Le petit problème, et c'est pour ça que je me mets de ce côté, c'est quand on valorise le carbone à 100 € la tonne, en fait, vous vous rendez compte que ça change pas vraiment vos décisions. C'est pas décisif.
Ce qu'on a regardé, c'est qu'il faudrait un poids du carbone de la classe de 5 ou 600 euros la tonne pour qu'on commence à faire différemment. Et du coup, voilà. Et donc, soit on arrive à le peser suffisamment fort, et à ce moment-là, on peut compter des euros, mais tant que c'est à 100 euros la tonne, ce ne sera pas décisif, donc il faut une comptabilité carbone en parallèle de la comptabilité en euros. C'est pour ça que je le mets... Merci Eric. Quelques réactions? Sabine, tu n'auras plus que 3 prises de parole. Après, c'est... non, mais... Ouais, vas-y, on regarde Sabine. Moi, je me suis mis de ce côté parce que j'ai vu des entreprises qui ont mis ça en place avec 2 prix carbone. Le prix carbone de l'investissement, qui est plutôt sur le long terme. On amortit un investissement sur peut-être 5 ans, 10 ans. Et du coup, on a un prix carbone fort, parce qu'on sait que ça va vraiment augmenter. Et après, le prix carbone de l'achat courant du budget annuel. Et ça a fait vraiment bouger les acheteurs. C'est Saint-Gobain qui l'a fait, ça fait bouger les acheteurs. C'est quand même une grosse boîte, donc gros impact. C'est pour ça que je me suis mise là, cette fois-ci. Pas avec Eric. Notre intervention? Oui, monsieur, au fond. Thomas, tu peux lui passer. Bonjour, donc je m'appelle Loïc Olsomendi, je fais partie du groupe Aramis. Moi, c'est plus sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire vraiment sur le pratico-pratique. Je pense que ça doit s'imposer parce que ce qu'on nous demande très souvent, c'est d'utiliser des outils ou d'avoir des savoir-faire qu'ont les comptables. C'est-à-dire savoir sur toutes les gammes de produits, toutes les références et tout ça, quel est l'impact carbone associé, le facteur d'émission, et choses comme ça. Et en fait, ce qui nous manque pour être plus efficace au quotidien, ça va être justement d'avoir un outil quasiment comptable, mais pour le carbone. Donc je pense que c'est une très bonne chose si on pouvait aller vers ça. Très bien, merci. Est-ce que c'est partagé? Ah, ouais. Monsieur n'est pas d'accord. Alors, pas particulièrement avec ça, mais moi donc Louis Vercotrenne, je suis au Daveco à la ville de Mérignac. On a pas mal d'industries sur notre territoire. Je pense qu'une comptabilité carbone, certes, pourrait avoir un certain sens, mais malheureusement, on cherche aussi à réindustrialiser pas mal de choses sur notre territoire. Ça n'aiderait pas, à moins que ce soit à l'échelle internationale. On sait les difficultés que ça pourrait poser. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. On a besoin d'un tissu économique fort. Si on commence à faire une comptabilité carbone, je suppose que pas mal d'industries pourraient partir ailleurs, là où il n'y en aurait pas. Voilà. Très bien, merci. Je me permets de rebondir. On est dans le même camp, mais là, je ne suis pas d'accord. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce qui a été évoqué par Éric Ceinturier tout à l'heure. Justement, ce qui se met en place pour éviter ce dumping environnemental qui pouvait avoir lieu ces dernières années, c'est le mécanisme des taxes carbone aux frontières qui va faire que justement, et c'est déjà le cas dans le bonus-malus calculé pour les voitures aujourd'hui, le bonus-malus, il est calculé en prenant des données d'émissions du carbone pour l'acier, qui n'est pas le même s'il vient d'Asie, avec un contenu énergétique, c'est pas lié au transport depuis l'Asie, c'est lié au contenu énergétique et contenu carbone de la fabrication et du mix énergétique en Asie, versus celui qu'il peut y avoir en Europe ou en France. Et donc justement, et je pense que Éric Ceinturier l'a évoqué dans son discours, dans sa présentation tout à l'heure, ça va être une arme pour défendre l'industrie décarbonée européenne. Voilà. Donc on espère, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Une dernière réaction éventuellement sur cette affirmation? Oui. Bonjour, Claire Agnès Guettin, éditrice du très beau livre de Sabine et Elsa. Faut arrêter de regarder que le carbone. Si vous restez que sur la comptabilité carbone, vous allez rester sur la comptabilité carbone. C'est tous les critères ESG qu'il faut regarder. Ce sont toutes les externalités qu'il ne faut pas mettre en parallèle d'une comptabilité carbone, d'une comptabilité euro, pardon, mais dans la comptabilité euro, il faut monétariser toutes les externalités et positives et négatives dans votre comptabilité pour avoir un triple capital. Et là, vous aurez tout. Mais pas que le carbone. Le carbone, il ne faut pas, hein. Mais pas que le carbone. Il y a le social, il y a la gouvernance, il y a l'éthique, voilà. Très bien. Merci. Vous voyez, ils sont d'accord. Merci. Finalement. Moi, il ne faut pas me disputer, je suis juste l'animateur. Ils sont très, très d'accord. Mais bon, je suis un peu responsable quand même. Allez, une dernière, et après on passera au témoignage de Ramis. Merci beaucoup pour cette participation. On va voir, il est peut-être très tranché celui-là. L'achat local est un achat suffisamment responsable?
Ouais, j'entends presque les gens qui... Ouais, bah c'est plié, quoi. C'est plié. Il y a quelqu'un qui veut faire vraiment une remarque? Non, c'est clair, hein, ça prête pas à débat. Bon, c'est clair. Vous prenez la photo à la régie, comme ça on sait que c'est parfaitement clair. En Nouvelle-Aquitaine, on dit non, l'achat local, ça suffit pas. Ça suffit pas. Très bien. Allez, merci à vous. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous propose qu'on passe la parole maintenant à Christophe Moliec du groupe Aramis, directeur RSE du groupe Aramis. Ah, ouais, formidable. Formidable. Christophe qui vient avec son cristal des achats. Je laisse quelques minutes. On a mis un visuel, je crois, qui résume un petit peu pas mal de choses sur Aramis. Je te laisse une dizaine de minutes pour nous parler de vous et de la démarche et comment elle rejoint le sujet des achats. Bonjour à tous. Déjà, je suis venu avec le petit cristal des achats qu'on a eu hier, avec Gimmick Design. Donc, on en est fiers. Donc, je voulais le montrer. Donc moi, je suis directeur RSE du groupe Aramis. Le groupe Aramis, c'est un groupe d'origine bordelaise, une trentaine de sites en France, environ 1000 personnes. Alors, ça commence mal parce que je ne suis pas un expert des achats. Donc, je vais simplement vous raconter notre histoire, notre démarche dans la RSE et puis comment les achats ont pu nous donner des coups de main dans la mise en place de cette RSE. Deux mots sur ce que nous fabriquons. On n'est pas dans les moteurs dans l'aéronautique, on est dans les produits du bâtiment. Vous avez là quelques images pour vous rendre compte de ce que nous faisons. On travaille beaucoup l'aluminium, donc les gouttières que vous voyez là, mais aussi toutes sortes d'aménagements des maisons avec des panneaux sandwich, des carports, des pergolas, des vérandas. Et puis on a aussi un réseau de distribution qu'on voit sur l'image du bas avec l'enseigne Sunclear, beaucoup de camions pour livrer des produits en plaques, aluminium, plastique, composite. Tout ça, c'est bien polluant aussi, hein, c'est clair. Alors, quel était le cheminement en fait, de la RSE et de notre démarche de développement durable? Ça a commencé il y a 5 ou 6 ans, donc par la création d'une direction RSE. Et bon, le point de départ important, c'est que notre dirigeant, notre PDG était très très moteur. C'est mon meilleur ambassadeur au quotidien. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est qu'au fur et à mesure que cette démarche s'est mise en place, l'entreprise s'en est appropriée. C'est comme un organisme vivant qui avance tout seul et qui a intégré la RSE et le développement durable dans ses décisions au quotidien. Alors, comment on a commencé? Nous, on a beaucoup travaillé... on a créé une feuille de route. On a beaucoup travaillé sur le carbone, évidemment. Alors, j'allais dire, parce que c'est le plus facile, c'est pas vrai. C'est pas facile de décarboner, mais c'est relativement facile de mesurer. Dans nos activités, donc on a assez peu de ratios monétaires dans nos évaluations. On a la chance d'avoir souvent des facteurs d'émission assez précis. Et donc, on a fait notre bilan carbone, ce qui nous a permis de bien comprendre certaines choses, d'envisager l'analyse de cycle de vie de nos produits, de comprendre certaines erreurs du passé. Donc c'était assez intéressant. C'était le point de départ en fait de pas mal de grandes idées qui prenaient racine. Alors j'ai mes notes parce que j'ai plein de choses à dire et je vais oublier plein de trucs. Alors je vais essayer de ne pas le faire. Dans notre feuille de route, le pilier environnemental, c'était le plus gros en fin de compte, et on a mis les achats dans ce pilier-là. Donc ces fameux bilans de gaz à effet de serre, on les réalise chaque année dans tous les périmètres du groupe. Et évidemment, le scope 3, c'est majoritaire. Dans les entreprises de production, chez nous, c'est 90% des émissions. C'est vraiment énorme. Et le levier le plus fort, c'est d'agir sur les matières premières. Et donc forcément, les achats. Une fois, je ne me suis pas fâché avec notre directrice des achats, mais je l'ai un peu vexée parce que je lui ai dit, en plaisantant, je lui ai dit, de toute façon, toi, tu fais 2 clics pour acheter quelque chose et tu fais la moitié de mon plan d'action de décarbonation. C'était assez rigolo, mais bon, voilà. Donc voilà, les actions les plus fortes portent sur les matières premières. On travaille avec nos fournisseurs, on exprime nos besoins.
On travaille avec Feu pour trouver des solutions. Voilà, on a mis en place une charte achat responsable à ce moment-là. Et ce qui m'a paru le plus intéressant, il y a une petite musique, c'est sympa. Ouais, voilà. Non, mais c'est bon, ça fait zen, j'aime bien. Donc cette charte achat responsable, ce qui était intéressant, c'est que certains de nos fournisseurs n'ont pas voulu la signer. Dedans, il y avait juste le partage de nos valeurs en termes d'environnement, d'éthique, de social. Et évidemment, on a besoin de nos fournisseurs. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas signé qu'on a arrêté de travailler avec eux, on n'a pas ce pouvoir. Mais ça nous éveille un petit peu. Ça veut dire que quelque part, derrière, il y a peut-être, je sais pas, du travail forcé, de la pollution, des choses qu'on ne veut pas avouer, mais les gens ne signent pas. Donc c'est quand même intéressant. Donc à partir de là, je peux dire qu'on a commencé à acheter différemment. Ce n'était pas encore des achats responsables, mais on va dire que c'était des achats différents. Et ce dont je voulais vous parler un peu plus aujourd'hui, c'est la biodiversité. À partir de là, on a eu une approche un peu plus riche, c'est-à-dire qu'on est allé volontairement vers la biodiversité. Le point de départ, c'est que si vous lisez une analyse de cycle de vie d'une matière ou d'un produit, vous verrez qu'il y a environ 25 critères différents. Les impacts écologiques, des impacts sur la santé, des impacts sur les ressources de matières premières, enfin les ressources naturelles. Dans le quotidien, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde toujours la première ligne, le pouvoir de réchauffement climatique, le CO2, on regarde que ça. Et ça ne nous convenait pas, parce qu'on se rend bien compte qu'on va passer à côté de quelque chose. Alors, le plan d'action de climat, il est très bien, il va quand même à l'essentiel. C'est quand même, je veux pas ici que vous pensiez que ça sert à rien, au contraire, c'était un gros point de départ, un gros accélérateur, mais c'était pas intellectuellement suffisant. Donc quand on commence à réfléchir à ces points-là, on va voir, j'ai remis en haut la petite image des limites planétaires qu'on connaît tous, ou des frontières planétaires. On va commencer à se rendre compte que le climat, c'est pas tout, en fait. Donc, je sais plus où j'en suis, du coup, mais c'est pas grave. Donc voilà, agir sur le climat, c'est bien. On est tous d'accord avec ça, mais il peut y avoir en fait toutes sortes d'effets rebonds ou d'effets négatifs sur d'autres aspects qu'il faut pas négliger. Donc, on a pris en compte la biodiversité dans notre feuille de route. Je dirais que c'était une deuxième étape. Alors, je vais essayer de faire un peu de promo pour la formation à la biodiversité. Si vous êtes curieux, si la nature vous intéresse, ou même si vous pensez que votre entreprise ou votre organisation est déconnectée du vivant, parce que c'est souvent ce qu'on pense, formez-vous à la biodiversité. Moi, j'ai eu la chance de participer au programme Entreprise et Biodiversité, qui a été fait ici, Exoltena, avec l'Agence régionale de la biodiversité, puis la région Nouvelle-Aquitaine. C'était super. C'était super bien. Je vous invite à aller voir la vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux, sur LinkedIn, justement, à la fois sur le compte de Soltena, peut-être sur celui aussi de toutes les entreprises ont fait leur petite vidéo, leur petite capsule où on raconte notre expérience, ce que ça nous a amené. C'était certaines entreprises comme Aramis, vraiment industrielles, où au départ on imagine qu'on n'a aucun lien avec le vivant, et puis d'autres qui avaient le vivant dans leur activité. Donc on avait des approches différentes, mais c'est vraiment intéressant. On a compris ce que ça voulait dire biodiversité, on a compris quels étaient les services rendus par la nature, par les biodiversités, et on réalise mieux, après une formation de ce type-là, quels sont les liens entre notre activité, notre entreprise, et puis les animaux humains que nous sommes, quoi. Donc c'est juste essentiel. Il faut juste rappeler que certains scientifiques parlent d'une 6e extinction de masse, et que le rôle de régulation de la biodiversité, ça a quand même permis à la vie d'arriver sur Terre et à nous d'être là aujourd'hui. Donc il faut quand même en prendre soin. On découvre dans ces formations les 5 causes d'érosion de la biodiversité, dont certaines sont des limites planétaires qu'on va voir ici. Et puis on se rend compte que même si on est une entreprise qui travaille de l'aluminium ou du titane ou autre, il y a quelque part de l'extraction de matières premières avec tous les impacts environnementaux et sociaux, et il faut les découvrir. Donc
la formation, ça a été l'occasion de faire un diagnostic dans l'entreprise de notre chaîne de valeur, de nos sites, et puis de créer un plan d'action qui est venu vraiment renforcer notre plan d'action climat qui existait déjà. Mais alors, il y a des actions locales, évidemment, qui se voient, qu'on est content de mettre en place. Ça permet de sensibiliser le personnel et puis les gens autour de nous, c'est super. Mais il y a aussi, surtout, des actions sur la chaîne de valeur. Et là, enfin, pour moi, puis pour toute l'équipe, on a pris conscience, ça paraît bête de le dire, parce qu'on devrait le savoir, mais en fait, on ne le sait pas. On a pris conscience de toute la longueur de notre chaîne de valeur et ce qui se passe au-delà du rang 1 de nos fournisseurs et tous les enchaînements qui peuvent exister jusqu'à l'autre bout du monde. Et c'est, enfin, pour nous, c'est par la biodiversité que c'est venu, en fait. On s'est rendu compte, alors si je prends l'exemple de l'aluminium, qui est présent sur plein de choses ici, dans le plan carbone, on veut décarboner, on trouve un fournisseur qui fait de l'alu décarboné, on arrive à un résultat intéressant, ça avance. Mais quand on regarde la biodiversité, on va s'interroger à toute la chaîne qui nous permet d'avoir de l'alu chez nous. On va voir la bauxite, on voit que ça crée énormément de boue rouge avec des pollutions, avec plein d'impacts localement. Alors loin de chez nous, c'est vrai. Il faut s'intéresser à ça. Ça vient renforcer en fait nos actions d'usage de l'aluminium recyclé, par exemple. Donc c'est intéressant, c'est une prise de conscience pour beaucoup de nous. C'est votre empreinte de biodiversité. Oui, c'est notre empreinte biodiversité. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on sait moins bien la mesurer. Le carbone, c'est des kilos de CO2. On fait des scope 1, scope 2, scope 3, c'est tout ce qu'on veut. Pour la biodiversité, il n'y a pas d'outil précis, donc c'est moins facile. Mais ça reste une vraie réalité, c'est matériel. Je voulais juste montrer une chose. Alors, j'ai fait une fresque des limites planétaires il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est pareil, c'est des petits flashs. Il nous avait montré, vous voyez ce graphique avec les traits bleus, les traits rouges. Ça, c'est le résultat d'une étude conjointe entre le GIEC et l'IPBES. Donc, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Et ça compare, en fait, deux approches, deux façons de traiter certains problèmes. Le graphique du haut, on va avoir identifié des questions, des sujets, et on les traite selon, avec une approche climat, et on trouve des solutions. De l'autre côté, on va voir les impacts ou d'autres sujets qui ont trait à la biodiversité. Si on traite un sujet par l'approche climat, on va souvent générer les traits rouges, en fait, c'est-à-dire des effets négatifs sur la biodiversité. Par contre, si on prend les mêmes sujets et qu'on les considère avec un regard biodiversité, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau du vivant, eh bien on voit que de l'autre côté, il y a relativement peu d'impact négatif sur des sujets climat. Alors, en clair, il y a plus de rouge en haut qu'en bas, c'est ce qu'il faut voir. C'est que si on aborde un sujet par le volet biodiversité, on a plus de chances de créer du positif que si on regarde que l'aspect climat. L'exemple tout simple, c'est je rase une forêt pour mettre du photovoltaïque, par exemple. Bon, ça, c'est un peu simpliste, mais ça permet de comprendre un petit peu l'idée, quoi. Donc, l'aspect biodiv, pour nous, il est vraiment, vraiment important. De toute façon, climat, biodiversité, c'est toujours le même problème. Ça fait partie c'est une complexité globale. Et tout ça, ça doit s'aligner, quoi. Et puis, avec cet aspect biodiversité, on appuie un peu plus sur les principes RC, quoi, éviter, réduire, compenser. Ça va amener, donc, dans la démarche, alors je reviens un petit peu sur les achats, à des notions de sobriété, en fin de compte. On achète de la matière, on va acheter juste ce qu'il faut, on va réduire les transports, on va réfléchir à la fin de vie, on va réfléchir à une circularité aussi autour de la matière. Donc tout ça, ce sont des notions, des critères supplémentaires qu'on va amener dans la démarche d'achat. Et puis, je vais juste faire une analogie aussi. Toute cette démarche avec les fournisseurs, ça prend du temps. On l'a vu un petit peu dans le débat tout à l'heure ou dans l'intervention juste avant moi. Travailler avec ses fournisseurs sur ces sujets, il faut les accompagner, c'est pas évident, ça prend du temps, il faut une relation de confiance. Donc là, on ne fait pas du one-shot, quoi. En fait, on travaille sur le long terme. Et quand on pense à la nature, le long terme, c'est important, ça va ensemble, quoi. On ne peut pas faire des choses comme ça, vraiment toujours sur du court terme. Et puis, pour terminer, je vais vous parler un petit peu de CSRD. Parce que
On n'avait pas encore dit le mot de Ouais, la matinée. c'est un peu un gros mot, ça y est, je l'ai fait. Voilà, je l'ai dit. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai raconté sur la biodiversité, c'était une approche volontaire. La CSRD, ça arrive un petit peu dans un contexte réglementaire un peu contraint. Donc nous, chez Aramis, on est une équipe de 4 aujourd'hui pour la RSE. On a décidé de le gérer en interne. C'est-à-dire on ne va pas solliciter de consultants à l'extérieur pour établir nos rapports et faire toute notre analyse de matérialité. Parce qu'en fait, voilà, c'est beaucoup de boulot, c'est vrai, mais on se dit, autant transformer cette contrainte en quelque chose de positif. Il faut qu'on arrive à maîtriser un petit peu ce qui se passe. Et la première étape, j'ai été aussi à l'université des ETI de Nouvelle-Aquitaine, où on a fait une formation sur la CSRD. Et la première étape, c'est de bien définir son business model et sa chaîne de valeur. Encore la chaîne de valeur. Donc, qui dit chaîne de valeur, dit les achats, quoi, à un moment donné. Et donc, le travail fait sur la biodiversité, toute cette expérience, ça vient en plus. Donc, c'est bien, quoi, tout se passe bien. Mais cette sacrée chaîne de valeur, il faut vraiment la définir. Et il y a beaucoup de points, de data points qu'il faut renseigner pour la CSRD. À un moment, il faudra bien répondre à ces exigences et aller chercher toutes les informations. Donc, tout à l'heure, on l'a vu très bien sur les métaux, l'extraction, la transformation, etc. On l'a sur l'aluminium, c'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur, mais c'est pareil, c'est 5 tonnes de bauxite pour faire 1 tonne d'alu, et il y a plein d'étapes au milieu. Il va bien falloir aller s'intéresser à ce qui se passe, quoi, sur toutes ces étapes-là. Très bien, peut-être un dernier mot, Christophe. Oui, je vais terminer. Donc, par rapport à l'approche biodiversité, la CSRD, l'approche biodiversité n'est pas vraiment anthropocentrée, ce qui est intéressant aussi. Dans la CSRD, l'avantage, c'est qu'on a une dimension en plus sociale qui va venir s'ajouter. Donc, au fond, la biodiversité suffirait peut-être pas. Là, on a des ESRS, les travailleurs sur la chaîne de valeur ou les communautés touchées. Donc ça, ce sont des sujets qui sont intéressants, sur lesquels il y a souvent de la matérialité, même si on n'a pas envie, il y en a forcément. Donc il va falloir aller regarder ce qui se passe. Mais au début, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. On a le droit de dire qu'on n'a pas de moyens de mesurer, mais par contre, il faut indiquer qu'allons-nous faire. Et à un certain moment, il va bien falloir reporter. Donc, il faut s'intéresser au sujet. Donc, pour conclure, tous ces sujets RSE, c'est les achats responsables. Même si, je l'ai dit, je ne suis pas un expert, c'est indissociable. Moi, je travaille beaucoup avec les services achats dans l'entreprise, que ce soit au niveau du groupe ou dans toutes les filiales. Et vraiment, cette notion de chaîne de valeur, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser à fond. On ne peut pas se dire on achète des trucs aux fournisseurs du coin, il faut vraiment savoir d'où ça vient. On dit souvent, nous en interne, il faut qu'on soit moins bête, il faut qu'on arrive à comprendre comment ça marche. C'est bien simple, il y a Loïc qui est dans mon équipe, c'est un scientifique, on l'a embauché, on a un scientifique dans l'équipe, un universitaire, parce qu'il a une approche différente sur nos métiers, sur nos matières. On a décidé d'être moins bête. Bon, c'est pas mal. Voilà. Conclusion, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Merci Christophe. Voilà, c'est bien. On peut l'applaudir. J'ai une question aussi pour vous. Donc, formaliser sa chaîne de valeur, formaliser son modèle, avoir cette ouverture-là. J'en comprends vous êtes une ETI, donc on a dit, membre du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez suivi un parcours sur la CSRD qui est proposé par l'université du club. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un parcours d'accompagnement de Soltena sur la biodiversité. Je sais aussi que vous êtes passé dans les accélérateurs ETI que BPI France, la région et ADI proposent. Donc ça veut dire aussi que vous êtes bien entouré, vous structurez une équipe finalement assez importante, y compris pour une ETI de votre taille. Oui. C'est aussi le souhait d'un dirigeant qui a un mindset particulier. C'est aussi le vice-président d'ailleurs du sujet de transition environnementale aujourd'hui dans le club des ETI. Donc peut-être un petit mot sur le dirigeant, parce qu'il y a évidemment un lien fort avec son pilotage de l'entreprise et son mindset. Alors, oui, donc Jean-Baptiste Micoulot, c'est le PDG du groupe Aramis, c'est mon patron en fait, et il est extrêmement sensible à ces sujets. On travaille de façon très très proche sur tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il nous fait confiance, et donc il a lancé cette entreprise. Je pense qu'on a de la chance, on peut saisir des opportunités de formation, de rencontres. On le fait avec toute humilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Et puis donc on n'hésite pas à aller se former, à aller poser des questions.
je crois que c'est la curiosité qui caractérise aussi Jean-Baptiste, hein, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à envoyer ses équipes à creuser des sujets à droite et à gauche, mais toujours en toute humilité. On ne veut pas s'afficher comme des spécialistes. Je pense qu'on fait une UTI qui fait son chemin, et puis et on est content de ça, on est fiers de ça. Et ce qui est bien, c'est que ça marche dans toute le... J'en ai pas beaucoup parlé, j'ai oublié, mais tout ça, c'est partagé le plus possible avec les salariés, avec les directeurs des usines. On aimerait le faire plus encore, mais voilà, c'est un écosystème aussi qui se met en place. Très bien. Vous allez pouvoir leur ramener des BD comme ça. Ouais, ils seront ça, encore c'est plus très filmés bien. avant Noël. Ils seront encore plus fournis. Merci. Ça veut dire aussi que vous êtes dans une logique d'exemplarité, je trouve, qui va être la question sur notre prochaine affirmation. On peut le reféliciter. On repart en mode débat mouvant. Alors justement, en termes d'exemplarité, voilà la prochaine affirmation. Le devoir d'exemplarité de l'acheteur privé n'est pas aussi fort que celui du public. Le devoir d'exemplarité de l'acheteur privé n'est pas aussi fort que celui de l'acheteur public. Toujours vert, je suis d'accord. Il y a une négation dedans en plus, alors attention, lisez bien quand même. Ah, vous êtes encore très tranché. Donc vous pensez en majorité qu'il est aussi fort. On est d'accord. Alors, on va commencer à prendre quelques paroles. Il y en a quand même quelques courageux qui se mettent de ce côté-là. Qui veut commencer? Voilà, je vous en prie. L'acheteur public ayant de moins en moins de fonds, il achète de moins en moins. Donc déjà pour ça, c'est quand même... voilà, les opposés, c'est pas forcément bon. Et puis pourquoi? Parce qu'on est privé, on devrait se dédouaner, en fait. Voilà, il n'y a pas de c'est pas lié à son statut. À l'inverse, le public doit être exemplaire et doit avoir les moyens d'être exemplaire. Et donc se pose aussi la question, là il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais de comment on accompagne aussi voilà, les salariés du public à avoir les bonnes compétences, etc. dans le cadre des achats. Je suis sûr que ça va entraîner des réactions. Du côté des d'accords, peut-être. Madame? Oh, Anne, tu peux pas t'éloigner, là, c'est pas possible. Je vous en prie, madame, présentez-vous. Sylvie Dupoirier, Grand Poitiers. Moi, je pense que si, évidemment. Parce que, pour une raison simple, c'est qu'on manie des fonds publics et qu'on a un devoir d'exemplarité qui est bien supérieur, me semble-t-il, à ceux du privé, parce qu'on doit rendre des comptes sur la manière dont on dépense, dont on fait des achats publics. Et donc, je crois, rien que par ça, c'est évident qu'on doit être un petit peu plus exemplaire. Et on doit montrer l'exemple au quotidien, et, sur les achats, et pas seulement sur les achats. C'est sur tout. La déontologie aussi de l'achat public est, à mon avis, un peu pas supérieure, mais elle s'implique, elle est beaucoup plus applicable à nous qu'aux acheteurs privés, me semble-t-il. Des réactions de votre côté? Vous pouvez pas rester sans réagir, c'est pas possible. Allez, un peu par le fond, là-bas, n'hésitez pas, oui. Anne-Cécile, de la région. Moi, je me suis mise là. Je suis complètement d'accord, mais en fait, c'est le mot exemplarité qui me place quand même ici, dans la mesure où, finalement, l'acteur public, il est quand même soumis beaucoup plus à la contrainte réglementaire que l'acheteur privé. Voilà, sur un certain nombre de lois, comme la loi AGEC, ou globalement sur les règles de la commande publique, auxquelles est beaucoup moins soumis l'acheteur privé, qui, du coup, doit faire un effort d'exemplarité. Voilà. Réaction? Sean Cook? Oui, je pense que oui, vous avez raison, hein, mais l'acheteur, ça serait très hypocrite. Il faut dire non, vous avez tort. Non, pardon. Parce que je trouve que c'était pas assez. Je pense que ça serait très hypocrite de la part du public en général d'imposer au privé d'être exemplaire sans être exemplaire avant. Tout ce qu'on a dit ici, ça reste quand même des décisions politiques. Ça reste l'État qui doit montrer l'exemple, qui est décisionnaire, qui pousse tout le carrosse. Donc, la fonction publique doit montrer l'exemple en premier lieu. Ça ne veut pas dire que le privé ne doit pas être exemplaire, mais on
on enlève la notion économique à un certain niveau, bien sûr, il y a des comptes, il y a des choses, mais on n'est pas on est moins dans un système concurrentiel. Donc là, c'est plus des décisions publiques qui doivent être prises pour montrer l'exemple et entraîner le secteur privé. Direction de votre côté. Ah, madame, et puis après, monsieur Saint-Cyrier. Cindy Verdun, je travaille pour Roxel. Alors, on est tous d'accord sur les sujets. Moi, ce qui m'embête, c'est que de valider une phrase comme ça, c'est qu'on reste dans le triangle de l'inaction où si un tel ne le fait pas, pourquoi moi je le ferais? Et au final, personne n'agit. Très bien, très clair. Merci. Eric? Oui, je pense que l'exemplarité, chacun doit travailler à son niveau pour trouver les solutions. Donc, chacun doit être exemplaire, tout simplement. Alors, chacun avec ses champs de contraintes. Alors, évidemment, j'entends la contrainte publique, les fonds publics, c'est une grosse responsabilité qui s'impose. De la même façon, Roxel vient de parler, Safran, on fait aussi du militaire. Quand vous vendez quand vous faites ce genre d'activité, vous avez quand même une responsabilité en termes de respect des affaires, de respect des lois du contrôle des exportations, de corruption, de lutte anticorruption. On est tous formés individuellement à ces sujets-là, à Safran, tous les acheteurs, parce qu'on est une entreprise exposée de ce point de vue-là. Alors, c'est pas le fait qu'on manipule de l'argent public, mais c'est le fait qu'on a d'autres contraintes qui s'imposent par notre marché, qui nous obligent cette exemplarité aussi. Et je pense que chaque entreprise a sa réalité et son devoir d'exemplarité sur son périmètre, en fait. Avis? Laurent Jarry? Moi, je rajoute, comme les acheteurs publics achètent essentiellement à des privés, l'un ne va pas sans l'autre. Très bien. Réaction. Côté ADEME, vous n'êtes pas d'accord, alors? Je ne suis pas du tout d'accord, Laurent. Pour redire, effectivement, on est toujours sur l'œuf ou la poule. Et là, ce qu'on voit se dessiner là, ces dernières années, et vraiment ça s'accélère, c'est à quel point le volet achat, qu'il soit dans le secteur public et privé, est en train de basculer sur ces sujets. Néanmoins, on a quand même fait les premiers accompagnements historiquement avec les achats publics et ça nous a permis d'amorcer ce cercle virtueux. Et on continue à accélérer sur ce volet achat public pour continuer à aller encore plus vite par rapport aux fournisseurs et essayer d'alimenter les efforts que font le secteur privé, que fait le secteur privé par ailleurs. Et effectivement, il y a Anne qui n'a pas pris la parole, mais elle sait la prendre pour le réseau de 3R, oui. Pour le réseau des acheteurs publics en Nouvelle-Aquitaine, le 3AR. Aujourd'hui, c'est déjà super ce qui se passe et c'est encore à beaucoup développer. Il y a 80 adhérents et hier matin, on avait une réunion avec le Grand Poitiers et d'autres collectivités. C'est 80 adhérents. Anne me le rappelait hier. Même si tous les achats de ces 80 structures, alors ces collectivités, bailleurs sociaux, hôpitaux, ça pèse 4,5 milliards d'achats en Aquitaine. Donc peut-être qu'il y a moins... Pardon ? J'ai dit Aquitaine, pardon, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Non, mais c'est Nouvelle-Aquitaine. S'il vous plaît, pas de faux débats. Et ce que je veux dire, il y a eu une remarque sur le fait qu'il y avait moins d'argent dans le secteur public. On va quand même continuer à faire fonctionner, je l'espère, les hôpitaux, les cantines, les bâtiments, etc. Donc, il y a encore des volumes énormes d'argent public à travers les achats et que donc réussir à déclencher des choses intéressantes sur le volet achat responsable, ça alimente, ça irrigue l'activité en Nouvelle-Aquitaine et ça permet de valoriser les efforts qu'essayent de mettre en place les entreprises. Une dernière réaction peut-être sur ce sujet? Oui. Vous êtes dans la rivière du doute ou... Non, je ne m'étais pas positionnée au début, mais en écoutant tout ça, il y a quelque chose qui me frappe un peu. Je suis Émilie Patiès, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine, à la direction des achats et de la commande publique, donc en charge du pilotage du SPASER de la collectivité. Et je me disais que là, j'ai l'impression qu'on se concentre sur une exemplarité réglementaire. Et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure par l'intervenant, je ne me souviens plus de votre nom, je m'excuse, directeur RSE. Christophe Moliax. Oui. J'ai l'impression, en fait, on est sur une exemplarité, il me semble, pour ces sujets qui nous concernent, décarbonation, biodiversité, qui dépassent juste la pure réglementation. Effectivement, ça a été un point, on en a parlé hier, d'impulsion
pour la mise en place de ces schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables dans les collectivités, sûrement pour des politiques achats dans des entreprises aussi, mais l'exemplarité, elle ne peut pas être que réglementaire, et je pense qu'il y a des valeurs qui sont portées, et je vous rejoins tout à fait dans ce que vous disiez tout à l'heure. On a un réel enjeu de préservation de la planète, de l'humain, des écosystèmes, on parle de politique One Health, enfin, ça dépasse en fait, je trouve, juste la réglementation, et c'est vraiment pour notre bien-être aussi. Enfin, voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça. Il n'y a pas de guerre, je dirais, où le public doit être avant et le privé après. Je pense qu'on se rejoint tous et toutes sur ces sujets-là, et voilà. Enfin, Il va falloir nourrir l'effort sur la trajectoire pour atteindre des objectifs auxquels on n'est pas encore. Voilà, merci. Merci à vous. Je vous propose une autre affirmation et après on passera au témoignage de Goupil. Le reporting extra-financier, c'est une mobilisation de ressources qui est vraiment trop forte. Le reporting extra-financier, c'est une mobilisation de ressources qui est trop forte. C'est tricky. Vous voyez bien qu'il y a une intention derrière. Hein. Dans le doute, Sean. Vous êtes quelques-uns dans le doute. Alors, je sais que dans la salle, en plus, il y a quand même un peu des spécialistes du sujet qui accompagnent aussi des entreprises là-dessus. Comment vous le percevez ça? D'ailleurs, qu'on soit un groupe, une grande entreprise, une ETI ou plutôt une petite entreprise. Pour commencer. Oui, comme on est en minorité, hein, on garde la parole. Oui, je suis resté là parce que je me mettais à la place d'une TPE qui devra peut-être un jour faire ce reporting. Et oui, on en accompagne pas mal qui se posent ces questions-là. Et ça demande une énergie assez importante. On l'a entendu tout à l'heure. J'ai bien aimé la réflexion sur les questionnaires qu'on adresse, que les donneurs d'ordre adressent à des entreprises, qui sont multiples et variés, qui sont non normés, qui sont sur des bases de référentiels ISO, pas ISO. Donc, ouais, moi je trouve que c'est une mobilisation de ressources et d'énergie qui n'est pas le métier justement d'une entreprise à la base, hein, qui est quand même de produire, de développer et de créer de la valeur. Donc, ouais, je pense que c'est beaucoup d'énergie, mais c'est pour ça qu'il y a des solutions pour les accompagner. Une réaction? Alors, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'à moyen terme et à long terme, ça peut donner un avantage concurrentiel très important. Donc ça peut être justement un petit levier qui va apporter beaucoup de CA après à l'entreprise. Se mobiliser pour créer autrement de la valeur, vous voulez dire. En fait, trouver d'autres solutions qui permettent de dépasser les concurrents après, en fait. Ouais, ok. On reste encore dans ce camp. Il y a... Je vous en prie, présentez-vous. Oui, Marie-Angèle, à Design Nature. Moi, je suis une toute petite structure parce que je suis toute seule. Je suis de la nature végétale pour l'industrie. Et je suis jeune structure aussi, donc depuis 3 ans. Et en effet, moi, je pourrais dire que ça me prend beaucoup de temps, mais en fait, j'ai créé ma société sur ce modèle. Donc, en fait, c'est de se dire que finalement, dans les valeurs que j'ai, dans ce que je fais, c'est déjà intégré. Donc, je pense que c'est aussi une autre manière de vouloir... aujourd'hui, se différencier et s'intégrer en fait dans cette démarche. Enfin, aujourd'hui, on peut créer une structure en déjà intégrant tous ces paramètres en fait. Voilà. Merci. Encore une réaction de ce côté, je crois. Et puis après, monsieur. Juste pour alimenter et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que c'est pas le métier premier de l'entreprise, je suis d'accord, mais ce qu'on essaye de dire nous maintenant, c'est qu'en fait, l'exemple que vous venez de présenter est bien, c'est qu'en fait, ça fait partie. Où ça va faire partie du métier de dirigeant, de chef d'entreprise. Et au-delà du reporting extra-financier, s'intéresser à tout ce qui est autour de ce qui va constituer le modèle économique de l'entreprise, c'est sûr que c'est l'avenir. Donc c'est peut-être le mot-clé reporting extra-financier qui est un peu limitant. Mais enfin voilà, moi j'ai un collègue qui travaille beaucoup sur ces sujets-là et qui aime bien dire que, par exemple, que par défaut, tous les modèles économiques des boîtes aujourd'hui sont insoutenables et que du coup, il faut réfléchir à comment on peut les rendre plus soutenables. Et pour que ça accroche, il faut passer par ces dimensions financières et extra-financières. Merci.
Eric d'abord, et puis ensuite une réaction. Alors, ok, c'était un pouce levé. Ok. On peut lever le pouce pour Cyril. Alors, je suis avec les indécis parce qu'effectivement, c'est une mobilisation de ressources qui est très forte, surtout avec l'arrivée de la CSRD. Voilà. Est-ce qu'elle est trop forte par rapport aux enjeux? Il y a une question. Je pense qu'est-ce qu'elle est trop forte selon la taille des entreprises? Un grand groupe comme Safran, on est structuré, on a les structures pour répondre à ça. Une TPE, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, le problème, c'est le juste niveau déclaratif, le niveau de reporting qui demande un effort raisonnable en termes de valeur. Je reviens à l'exemple du carbone, qui est qu'un sous-ensemble de tout ça, évidemment. Mais pour une entreprise, ne pas comprendre son scope 1 et 2, c'est ne pas comprendre un de ses inducteurs de coûts majeurs, qui est l'énergie. Il n'y a juste pas match. Enfin, je veux dire, là, c'est pas trop fort. C'est juste la base du business dans les entreprises industrielles. Alors après, effectivement, quand on va s'éloigner sur des sujets autour de la biodiversité, de la RSE qui peuvent être parfois un peu plus lointains, ça peut demander un effort déclaratif important pour des PME. Les enjeux en valent la peine. Alors après, comment on arrive à mettre en place des systèmes de reporting au juste besoin, à la fois utiles et gérables en termes de poids déclaratif pour les petites structures. Merci. Ça questionne quelque chose qui est autour aussi des moyens des entreprises, et on a dit fait de l'incitation. Donc ça m'amène, avant l'intervention, à une autre affirmation. Et vaut bien. Les éco-socio-conditionnalités des aides publiques doivent orienter les appels d'offres des acheteurs. Ça fait beaucoup de mots. Les éco-socio-conditionnalités, donc quelque chose qui contraint l'obtention de ces aides publiques sur des sujets environnementaux et sociaux, doivent orienter les appels d'offres des acheteurs. Oh, wow. C'est bien un petit ici. C'est bien, donc toutes les collectivités institutionnelles dans la salle, vous avez la réponse. Alors, il y a quand même des gens qui passent sur le doute, mais j'ai l'impression vous êtes tous... quelques prises de parole, donc ça veut dire, grosso modo, vous êtes globalement d'accord avec le fait que les éco-socio-conditionnalités doivent encore plus engager les entreprises dans la façon de bouger, et que ça peut se traduire dans les appels d'offres, justement, que mènent les acheteurs. Des réactions ? Me laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Une réaction, peut-être. Alors, le camp des opposés. Sean, c'était une logique dans la journée de se dire on se mettra toujours... D'accord. C'est mon esprit de contradiction. Non, pour travailler dans justement comment contraindre les aides publiques, alors je suis tout à fait d'accord qu'elles doivent être conditionnées à certaines normes importantes, mais je ne pense pas que ça doit passer vraiment par la contrainte. Finalement, comment concrètement contraindre quelqu'un à travailler sur son scope 3 ? Je ne pense pas que ce soit le bon levier. Je pense qu'on peut mettre des contraintes sur, bien sûr, maintenir l'activité, maintenir le nombre de personnel. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer, où il y a une action de contraindre une entreprise en disant, voilà, aujourd'hui, j'achète en Chine et les alternatives sont plus chères et mes concurrents, si je le fais, le feront pas, etc. Et je vais perdre. Je ne pense pas que de leur dire, vous devez le faire absolument, on met les entreprises, on peut mettre les entreprises dans des situations complexes et ça peut avoir un effet défavorable. Donc, je ne suis pas contre, mais concrètement, le mettre en place, je ne pense pas que ce soit possible. Ok. Un contre-avis ? Oui. Ah bah pas d'accord du tout. Et il faudrait surtout aller encore plus loin. Dans mon monde merveilleux à moi, il n'y a pas un seul centime public qui part à une entreprise sans conditions sociales, éthiques, gouvernementales, environnementales, etc. Concrètement, absolument. Ah bah, qui est-ce qui a parlé tout à l'heure des critères qui existaient et vous avez parlé de l'impact score tout à l'heure. Oui, on a parlé du numéro de fait. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. Tu as un impact score qui est inférieur à tel chiffre que vous déterminez ensemble. Ça fait partie des trucs d'appel d'offres. Tu as droit à des fonds publics. Tu n'as pas un impact score qui dépasse ce score. Tu n'as pas le droit à de l'argent public, mais vraiment tous les centimes. Public, tout. Voilà, moi je ne mettrai pas que... Voilà. Je vous donne un autre exemple pour préciser. Côté région Nouvelle-Aquitaine, on a des gens qui sont présents. Il y a aujourd'hui sur l'obtention d'un certain nombre d'aides qui sont au-delà de certains seuils. Vous m'arrêterez si je dis des bêtises, mais je crois de 150 000 € sur les projets d'entreprise. Il y a un contrat de transition qui est engagé pour avoir aussi déjà un suivi
et de l'information sur ce que l'entreprise a en termes d'objectifs, de mesures d'impact aussi, par exemple, de dessus. Donc c'est déjà aussi en train de s'installer. Est-ce que ça doit en effet ensuite questionner très clairement le métier ensuite d'acheteur complètement? Oui. Alors, moi, pour le coup, j'ai une question, parce que j'ai pas trop d'avis. Je vois par rapport à mon entreprise, moi, Jean-Yves, je suis consultant en data marketing, donc c'est complètement il n'y a pas de matérialité quelque part, hein. Enfin, je dis ce mot-là à mon niveau. Comment je peux faire en sorte de dire que ouais, je réponds aux critères pour les appels d'offres publics? Il n'y a rien, je ne suis pas obligé de produire des rapports, enfin, un indépendant, c'est pas... Enfin, c'est une vraie question. Comment je prouve ma démarche, on va dire, éco, sociaux, responsable de tous les jours, parce qu'elle est présente, alors qu'on ne me demande rien. Voilà. Et en plus, ça me fermerait des marchés publics. Voilà. Pour le coup, c'est une vraie question. Une réaction? Oui. Pour le coup, c'est plus en réponse à ce que vous disiez, pour avoir travaillé sur les éco-sociaux, conditionnalités à la région et à ce qu'on met en œuvre aussi dans le schéma de promotion des achats socialement le SPASER, quoi, de la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a fait me pencher de ce côté-là, et du coup, désolée, je ne réponds pas, je pense complètement à votre question. Okay. C'est le doivent orienté. Pour moi, on a eu 2 réflexions qui sont menées en parallèle. Et il y a même une 3e réflexion, même 4e, qui s'ajoute. On parle de budget vert, on parle aussi de budget même pour la biodiversité. C'est pour ça aussi que je réagissais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait un qui doit orienter l'autre, mais plutôt des choses qui doivent aller en parallèle. Et on se rend compte dans les éco-socio-conditionnalités qu'il y a dans les aides régionales. Il y a les mêmes enjeux qui sont portés par la feuille de route Néo-Terrain en faveur des transitions. Donc ce sont des moyens d'action, je dirais, différents, qui sont complémentaires. Et c'est pour ça, moi, ça me dérange de les opposer. Très bien. Alors, je vous propose qu'on en reste là sur cette affirmation. Cet après-midi, c'est un sujet qui reviendra aussi sur le débat mouvant de cet après-midi. Je vous propose de vous rasseoir et on va conclure cette séquence, puisqu'après, on a un bon moment avec Philippe Buwix qui nous a rejoints. Et donc, je vais passer la parole à Diana Levaillant, qu'on peut applaudir et remercier de nous rejoindre, qui est responsable achat de Goupil. Hop, je prends le micro. De Goupil Industrie. Et donc on a souhaité avoir votre intervention, Diana, parce qu'en effet, vous êtes aussi une entreprise emblématique en termes de PME, qui a aussi suivi les dispositifs dont on parlait tout à l'heure, qui sont proposés par l'ADEME et la CCI, avec aussi Zoé Lab, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voulait avoir un point de conclusion avec une PME qui, au regard de toutes ces questions-là, voilà comment vous arrivez à mettre ça en œuvre. Et je vous laisse nous dire aussi, évidemment, qui vous êtes. Bonjour, alors je suis Diana Levaillant, donc je travaille chez Goupil depuis à peu près 7 ans. Je suis chargée des achats responsables chez Goupil au service achat. J'ai accompagné notre précédent responsable sur ce projet. Je me suis permise de prendre ma petite anti-sèche parce que j'ai vu que c'était autorisé. Et je crois que les précédents intervenants ont donné déjà beaucoup d'exemples et de cas beaucoup plus experts et matures sur la démarche des achats responsables. Ma présentation aujourd'hui, c'est plus pour montrer qu'une petite entreprise, une PME de 200 employés peut également avoir cette démarche et qu'il y a un début à tout, donc il faut commencer par ça. Donc Goupil, c'est un fabricant de véhicules utilitaires électriques qui se situe à Bourran, entre Agen et Marmande, en Lot-et-Garonne. Donc on est dans une zone très rurale, au milieu des champs. On a un chiffre d'affaires en 2023 de 112 millions d'euros. Et la principale dépense de l'entreprise, ça reste les achats. La stratégie RSE globale de l'entreprise est très présente et on a une volonté de déployer ces démarches au sein de tous les services. Et forcément, la chaîne d'approvisionnement, c'est un maillon essentiel de l'évolution de notre engagement RSE. La plupart de notre chiffre d'affaires se fait à l'export, mais on a aussi beaucoup de clients qui sont des collectivités, des villes françaises. Alors nous,
sur le slide d'après. On achète des pièces automobiles qui sont assemblées dans notre usine, des batteries, des moteurs, des composants électriques, des sièges, des volants, voilà, et de la sécurité sur le véhicule. Ça représente 400 fournisseurs un peu partout dans le monde, avec quand même 60% en France. Et plus de 1800 références achetées sur de la production série uniquement, mais on fait également plus d'articles sur du service après-vente. Sur notre démarche actuelle, en fait, on a été accompagné par la CCI grâce au financement de l'ADEME et de la région avec le parcours ARES. Donc ça fait 1 an qu'on a commencé la démarche. On est sur la fin de ce parcours, mais le début de cet engagement seulement. C'est un parcours qui nous a permis d'établir un diagnostic, de voir où on en était dans notre niveau de maturité, de récolter les chiffres, puisqu'en fait, les données, la volonté, les idées étaient là, mais on n'avait rien structuré. On avait besoin d'un service d'accompagnement, et celui de la CCI nous a semblé être quelque chose de bien établi, avec une expertise. Et on a aussi le cabinet de consulting de A-Lab qui nous accompagnait sur le projet, avec leur œil expert. Et donc, on a pu cibler les enjeux prioritaires qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir commencer par établir ce plan d'action et mettre des objectifs en place sur du moyen terme. On a une roadmap qui va aller sur au moins 5 ans. On est vraiment au tout début de la démarche. Et je prends beaucoup en note les choses qui ont été mises par les autres intervenants, parce que c'est beaucoup de bonnes pratiques dont on a besoin de s'inspirer. Et à notre niveau, ce que je voulais partager, c'est que on est une petite entreprise de 200 employés, mais c'est possible de commencer avec ces petites démarches, même sans auditer, sans passer par des certifications, mais simplement donc avec de l'auto-évaluation et avec des audits nous-mêmes chez les fournisseurs pour vérifier et créer des indicateurs qui permettent de mesurer si cette démarche elle est vraiment en place. Et le but n'est pas de radier nos fournisseurs ou de les sortir s'ils ne sont pas à la hauteur, mais c'est plutôt de se mettre à leur niveau et de prendre en compte la taille de leur entreprise, d'avoir une certaine tolérance en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et de les accompagner à eux-mêmes se former sur ce parcours, donc de partager ce qu'on a nous-mêmes pris avec la CCI ou... par exemple, la charte RFAR, qui est une charte rédigée par la MDE et le CNA, qui permet de faire une auto-évaluation et de montrer une liste de 10 engagements sur une relation fournisseur équilibrée et des premiers achats durables. Et alors, toutes ces actions, c'était quoi l'objectif, y compris pour votre dirigeant, monsieur Hugues? Oui. C'est quoi l'objectif, en fait, de passer au gérant responsable? C'est une pression extérieure? C'est une approche, justement, du dirigeant spécifique d'y aller? C'est l'opportunité de dispositif? Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, justement, quand on est une PME, on va s'engager, on va faire cet effort-là? Est-ce que c'est parce que, finalement, on produit de la valeur qui aura plus de sens pour les clients? Je pense que c'est un tout. Il y a une stratégie globale. C'était dans l'ADN de Goupil de faire quelque chose d'éco-responsable et de durable. On est un véhicule 100% électrique qui produit peu de CO2, mais il fallait que ça soit visible au sein de tous les services. Et donc, les achats, que ce soit des achats faits en France ou à l'international, qui soient maîtrisés, qu'on sache le taux de carbone qu'il émet, en l'occurrence, mais pas que, aussi sur l'éthique, sur le social, sur où est-ce qu'on achète, à qui on achète, et de s'assurer que c'est fait dans de bonnes conditions. Ça, c'est, je pense, l'ADN et la volonté de Goupil de partager cette image, mais c'est aussi pour se mettre à niveau de la réglementation qui ne nous touche pas forcément encore, mais qui pourrait arriver à tout moment, et aussi parce que ça va être la volonté de nos clients d'acheter des produits de plus en plus durables. On fait partie, dans nos clients font partie, c'est des collectivités ou des achats publics. Donc, comme elle l'a dit juste avant, il devrait n'y avoir dans les achats publics que du durable, éthique et labellisé si possible. Et si on veut pouvoir rester sur le marché précurseur, il faut qu'on se mette à ce niveau-là. Merci. Le temps file, donc on va s'en tenir là. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné. C'est un parfait exemple
une entreprise qui s'engage, mais où en effet, y compris innover sur ces sujets-là, ça aussi, on a besoin de ce coup de pouce et de ce soutien, donc c'est quelque chose d'important. Vous l'avez compris, Antoine Monge l'a dit tout à l'heure, hein, c'est presque une trentaine d'entreprises l'année dernière. À nouveau, je me rappelle quand on parlait de transformation digitale il y a quelques années, on disait il faut en faire 2000 par an. Pourquoi on n'en ferait pas 2000 par an sur les achats responsables? Donc gardons ça en tête aussi dans nos débats et dans les possibles, parce qu'on sent bien que c'est un levier très important. On va en rester là pour cette séquence.